danser sur le tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera Sochaux. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! De l'animal royal, vous avez le sang bleu. Et les rois du football, c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager. Tous ensemble, décidons de chanter. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30 pour refaire toute l'actualité sportive internationale, nationale, mais aussi bien évidemment régionale. Ce soir au programme, on va revenir sur tout ce qui s'est passé au niveau de la Ligue des Champions. Il y a eu un tirage au sort aujourd'hui, on reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière car il y a eu des incidents sur certains stades. On va revenir également sur tout ce qui s'est passé en Ligue 1. On va bien évidemment parler de la Dominos Ligue 2 avec la page consacrée au football club Sochaux-Montbéliard. On va baisser un petit peu le générique de Sochaux, même si on l'adore. On va bien sûr, la Dominos Ligue 2 avec la page consacrée au FC Sochaux-Montbéliard qui a fait match nul face à Grenoble. C'était du côté du Stade Bonal ce vendredi. On reviendra bien évidemment sur tout ce qui s'est passé en National 2, National 3 avec Mister Frédéric Fitch. On reviendra aussi sur ce qui s'est passé du côté de l'US Saint-Vite avec les filles qui se sont qualifiées pour les 16e de finale de la Coupe de France, tout comme le FC Vesoul, on en parlera aussi également. On reviendra sur ce qui s'est passé du côté du handball, ça jouait en Pro League pour le Grand Besançon du handball. On va s'intéresser également au basket avec le Bezac. Bonsoir Fred, comment ça va ? Salut Fred, bonsoir à tous, ça va et toi ? Bah écoute, ça va Un week-end parfaitement sportif, bien. hein. Bah oui, encore un de plus, un week-end. L'avant-dernier, c'était encore oui, c'est encore ça. un samedi, enfin un tout petit samedi. Il y aura moins de choses quand même samedi. Hein. Il n'y aura qu'un seul, enfin on vous dira tout à l'heure. Exactement, il n'y aura qu'un match en retard ce samedi. On vous dira tout ça tout à l'heure. Eh bien moi, si tu veux bien, on va ouvrir la page Ligue des Champions, qu'est-ce que t'en dis ? Ah oui, oui. Allez, c'est parti, on ouvre cette page, on va parler Ligue des Champions. Et oui, on l'aime cette musique, on l'aime, on l'adore, mais on va la couper un petit peu quand même parce que sinon on va plus s'entendre parler. Bon, Fred, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Bon, Paris Saint-Germain tranquille, 5-0 contre Galatasaray, pas de souci. Sans histoire, il n'y a pas photo. C'est ça, comme tu dis, il n'y a pas photo. Ça rappelle une émission, ça, il n'y a pas photo. Oui, et, une vingtaine d'années, mais bon, on s'éloigne un peu du sujet. Oui, exactement, on s'éloigne du sujet, on ne va pas trop s'éloigner. On va rester dans le sujet, oui, Paris Saint-Germain déjà qualifié et qui... avec le Real Madrid aussi dans le même groupe. Oui, c'est ça, avec le Real Madrid dans le même groupe qui s'est qualifié aussi également. Et puis, il y a eu des incidents bien avant ce match du côté du Parc des Princes. Il y a eu aussi des incidents du côté de Lyon. Alors, Lyon, c'était un petit peu plus compliqué car Lyon, à la pause, était mené 2-0 suite à 2 pénaltys. Bon, déjà, ça commençait mal par la faute d'Anthony Lopez dès la 7e minute de jeu. Et ensuite, l'OL a renversé la vapeur et a égalisé à 2 buts partout, bien aidé aussi par l'expulsion d'un des joueurs allemands de cette équipe du Red Bull Leipzig. Et puis, finalement, c'est resté à 2 buts partout. Et Lyon se qualifie quand même in extremis. Allez, on va réécouter un petit coup ce résumé
si vous avez un petit peu oublié, c'est ce qui s'est passé dans cette rencontre. On doit pas rejouer dans l'axe comme ça, système. Oh là là, encore. Avec des meux, la sortie de Lopez. Oh, il y a Hésitation de la part de l'arbitre, avec des meux immédiatement qui vient discuter avec lui. Regardez là. Ah ouais, là, c'est pas possible de pas siffler penalty. Alors on aimerait pour les Lyonnais et pour les supporters des équipes françaises. Il revient. Assistance vidéo, penalty. Ouais. Penalty pour Leipzig. Le coup de sifflet d'Anthony Taylor. C'est parfait, c'est dedans, c'est en contre-pied. Et ça fait 1-0 pour Leipzig. Bon centre là de Mukiele, attention vers Poulsen. C'était plus que limite. Penalty. Penalty. Aïe. Qui va être tiré. Werner face à Lopez. Ouais, elle est touchée, mais ça va au fond. Elle est touchée par Lopez, mais ça va au fond et ça fait 2-0. Contre-attaque avec Dembélé pour aller chercher Terrier. Face à Klosterman, face à Saracchi. C'est bien fait, Memphis. Dembélé. Oh, la transversale. C'est pas fini avec Touzard pour la remettre. Oh là là. Allez. Touzard avec Aouar. Pour les défier Mukiele. Le petit temps. Elle est belle. Quel bijou de la part du Semawa. Aouar, Dembélé, Memphis, pas de faute, Memphis. Le voilà. Le deuxième but pour les Lyonnais. Memphis Depay qui pour l'instant qualifie l'OL en huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est terminé. L'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour les huitièmes de finale. C'est terminé, Lyon se qualifie pour les huitièmes de finale et c'est une bonne chose car sur le plan financier, oui, la Ligue des Champions rapporte de l'argent. Mais attends, au début, oui, il faut que tu ouvres le micro. C'était une histoire de penalty au début pour Leipzig. Oui, c'était une histoire de penalty. On voyait mal cette équipe de Lyon, on la voyait mal embarquée en tous les cas dans cette rencontre et c'était très compliqué pour se qualifier, mais finalement ils ont renversé la vapeur. Éliminés de toute compétition. Oui, c'est ça, ils ont renversé la vapeur grâce à Memphis Depay et on verra qu'en Ligue 1, ça ne s'est pas très bien passé pour Lyon, on en reparlera tout à l'heure. Mais il y a eu des incidents dans cette rencontre, en tout cas il y a eu un incident majeur, c'est ça, à la fin du match. Un supporter est venu, ou plusieurs supporters sont venus brandir une banderole contre Marcello. Et forcément, ça ne s'est pas bien passé avec Memphis Depay qui est parti arracher cette petite bâche, on va dire, ou cette banderole, oui, plutôt cette banderole, on va dire ça comme ça. Donc forcément, ça a été compliqué. Mais je vous propose de l'écouter, Memphis Depay, qui était très touché après justement ce qui s'est passé. Look at my eyes. Regardez-moi. What do you see? Qu'est-ce que tu vois? You're angry. T'es en colère? I'm upset, angry, furieux. Oui, en colère. I don't know what to say. Je sais pas quoi dire, franchement. I don't know what to say. Je sais pas quoi dire. We didn't play our best game. C'était pas notre meilleur match. But we qualified. C'est vrai, mais on s'est qualifié. The people who come inside the pitch, they give their on est venu sur le terrain, on a joué avec nos cœurs pour se qualifier. We know the important, on savait à quel point c'était important de jouer ce match. Il était très important pour nous. You know how hard it is for the team. C'est extrêmement difficile pour une équipe de jouer en sachant que l'un d'entre nous est en conflit avec les supporters, qui n'est pas supporté par nos fans. Qu'est-ce que vous attendez de notre équipe? Qu'on remercie nos supporters s'ils insultent nos familles, nos enfants ou quoi que ce soit d'autre? Non, franchement, en moi là, ici, il faut que je sois un peu prudent. Que ça me rappelle ma vie, ça me rappelle mon passé. J'ai plus envie d'être cet homme-là. J'ai mûri, je suis devenu plus calme. Mais j'ai pas de mots pour ça. Ça n'a aucun sens de jouer dans un stade plein si après la rencontre,
on ne peut pas se réjouir avec l'ensemble des supporters. As a team, we stick behind our players. En tant qu'équipe, on fait confiance à chacun des joueurs individuellement. But they don't want to be one with the team. On veut faire un avec nos fans, mais eux veulent pas faire un avec leur équipe. Cela dit, After the president, après la rencontre, le président, l'entraîneur, people higher up in the club, les responsables du club, they have to see what c'est à eux the solution is going to be. de prendre des responsabilités quant aux solutions. If you win a Champions League, Puisque or you draw, you go through the next stage. si vous passez à l'étape You go off the suivante pitch with this feeling, et que vous quittez le terrain something is not right. avec ce sentiment en vous, il y a quelque chose qui ne va pas. It's very, very difficult C'est to keep myself calm. difficile de rester calme, parce que je sais que je parle ici devant tous ces gens qui regardent cette interview. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et tant que l'équipe reste unie, Because that's what we showed. 2-0 c'est behind. important. Donc We came out to on dressing a room quand même the second réussi à half, we revenir showed avec 2 buts de desire. retard. We show, even if we don't. On a montré que, For me, I didn't play good, but et je dirais pas que j'ai bien joué, kept mais believing. j'ai continué à That's what I croire. say in the press Et c'est ce que j'ai conference dit lors as de la well. I conférence never de lose presse. hope in myself, Je ne even perds if jamais l'espoir, it's hard, because I know en- I didn't play my best ni game, la but croyance en moi-même. Je sais que j'ai fought pas for each donné other, and, le meilleur de moi-même, mais on s'est battus les uns pour les autres. to go off the pitch like this, it hurts, but Et ça fait mal de quitter le terrain de cette manière-là. On a écouté Memphis Depay qui lui était très touché par ce qui s'est passé justement du côté du Parc OL. Et je vous propose d'écouter son président Jean-Michel Aulas qui lui aussi était en tous les cas plus que peiné suite aux incidents. Bonsoir Président. Président, on aurait aimé vous montrer des images de joie, des images de fête ce soir. On peut aussi. Il y en a quelques-unes, il y a eu des sourires en tout cas, mais la soirée a été gâchée par ces images que vous allez découvrir et ce geste de Memphis Depay qui court vers les supporters, défendre l'institution, j'ai envie de dire Olympique Lyonnais en tant que capitaine. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces images ? Non, mais je pense que c'est malheureux parce que c'est probablement la réaction d'un ou de quelques supporters qui veulent, par rapport à un litige qu'il y a eu avec Marcello, faire passer leurs idées. Bon, quand on est supporter, on ne peut pas, quoi qu'il arrive, insulter un joueur qui, plus est, a pu avoir à un moment donné des réactions, mais il était prêt à s'excuser quand il y a eu ces réactions. Et ce soir, bon, franchement, non seulement Memphis fait un match exceptionnel, comme souvent, mais en plus, il a joué vraiment son rôle de capitaine. Bon, il a effectivement pas admis, alors que Rudy avait expliqué aux joueurs qu'il fallait aller applaudir les supporters, ce qui a été fait à droite de la tribune présidentielle. Et c'est quand il a fallu aller à gauche qu'on a vu sortir cette banderole. Et en aucun cas on peut justifier ce type de banderole. Et je le répéterai, bon, l'auteur de cette banderole va être identifié puisque les caméras sont là. On prendra les sanctions, comme on a pris un certain nombre de sanctions lors du dernier match avec un anniversaire où il y avait un peu trop de fumigène. Et je voulais dire d'ailleurs sur cette histoire de fumigène, pour avoir participé à l'UEFA un stage sur ce sujet-là, que les fumigènes sont extrêmement dangereux. On voit des images à l'UEFA où des fumigènes éclatent en déchiquetant des mains, en brûlant au visage de manière incroyable un certain nombre de supporters. Donc voilà, donc il faut respecter non seulement les objets dangereux, mais il faut aussi respecter la qualité de joueurs. Une institution, ce sont des joueurs, ce sont des dirigeants et des supporters. On doit être tous ensemble. C'était justement Jean-Michel Aulas qui revenait sur ce qui s'était passé. Alors, est-ce que vous voulez savoir vraiment ce qui s'est passé ? Oui. Eh bien, en fait, tout a démarré. Il y a pour le match, le déplacement de l'Olympique lyonnais du côté du Benfica avec cette défaite 2-1. Et tout s'est passé. En fait, il y a eu une altercation à l'aéroport de Lisbonne. Alors, c'est vrai qu'après le revers justement des Lyonnais, des membres du COP Virage Nord s'en étaient pris aux joueurs à l'aéroport de Lisbonne avant justement que ces derniers ne prennent l'avion pour s'envoler du côté de Lyon. Et c'est vrai lors de cette altercation, Marcello avait failli en venir aux mains avec certains individus. Alors à un moment, il y a eu des critiques, voire des insultes de la part de certains sports
est le joueur concerné, mais aussi également avec d'autres. Et 10 jours plus tard, du côté de Toulouse, alors que Marcelo n'est même pas rentré en jeu, le défenseur donc central lyonnais avait été copieusement insulté par le parquage visiteur et ciblé par des projectiles. Là encore, l'intéressé était monté dans les tours. Il avait fallu l'intervention des stadiers pour éviter, on va y arriver, que la situation ne dégénère. Et ensuite, il y a eu 2 jours plus tard, la femme du joueur, même Tatiane Guedes, qui était sortie de son silence pour prendre la défense de son époux et donner sa version des faits sur Instagram. Ouais, voilà ce qu'elle disait. Mon mari n'a aucun problème, elle n'en a jamais eu avec les sifflets des supporters, assurait-elle. C'est seulement un idiot qui veut se montrer. Son problème est personnel avec mon mari. C'est cet idiot qui a invité mon mari à se battre pendant un match. Le même idiot. Bon, vous l'avez vu, il y a plusieurs fois idiot dans la phrase. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. Je lis simplement ce que justement la femme de Marcelo précisait, qui a essayé de brutaliser les joueurs à l'aéroport au Portugal. Et le même idiot qui a encore essayé de s'en prendre à Marcelo lors du match contre Toulouse. Alors, il y a eu une tentative d'apaisement, mais on voit que ça n'a pas suffi. C'est nos confrères de RMC Sport qui nous indiquaient justement le départ de ce conflit qui commence à s'éterniser. Et puis franchement, il faut passer à autre chose. C'est une belle qualification lyonnaise. Belle, pas forcément sur le terrain, mais en tout cas c'est une qualification importante non seulement pour l'équipe de Lyon, mais également pour le foot français, car si on avait eu plus que le PSG en Coupe d'Europe, car tous les autres étaient déjà d'ores et déjà éliminés, donc ça aurait été compliqué pour la saison prochaine, donc on espère que justement cette histoire va se régler très rapidement. Et voici le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, on va vous les donner. Avec, je sais pas ce qu'on m'a donné là, c'est un petit peu à mon avis tronqué. Là, je ne sais pas trop. Hein. T'as le classement, Fred, là, parce que là, on m'a. Est-ce que tu as le classement de cette, enfin pas le classement, mais plutôt le tirage au sort de cette Ligue des Champions, car là, moi, j'ai un papier, mais à mon avis, tout est faux, parce que Manchester United PSG, c'était l'année dernière, ça. Voilà, je pense qu'il y a une erreur. Donc, le Paris Saint-Germain se rendra du côté du Borussia Dortmund. Vas-y, Fred, tu les as. C'est l'ancien club de Thomas Tuchel. Exactement. Alors, est-ce que tu as justement le tirage au sort? Sinon, je donne. Oui, je les ai. Allez, vas-y, c'est toi qui vas le dire. On va passer à l'autre club. Il y a un petit. Vas-y. Allez, vas-y, roule. Alors, il y a un autre club français qui est dans les huitièmes de finale aussi. C'est l'Olympique Lyonnais qui affrontera la Juventus de Turin, notamment de Cristiano Ronaldo et de Blaise Matuidi. C'est ça, exactement. Alors, un autre choc aussi, c'est le Real Madrid qui recevra Manchester City. L'Atalanta Bergame recevra Valence. L'Atlético Madrid affrontera Liverpool. Chelsea aussi, dans un autre choc de ces huitièmes de finale, affrontera le Bayern de Munich. Tottenham recevra Leipzig et Naples recevra le Barça. Enfin, un match aller, il recevra le Barça. Donne-nous les dates des matchs aller et des matchs retour, s'il te plaît. Alors, si j'ai les dates, Alors, tu les as pas, je vais te les donner. 18 et 19 février et 25 et 26 février pour les matchs retour. Pour les matchs aller, plutôt. Les matchs aller, 18 et 19 février, et les matchs retour, 25-26 février. Donc, on va justement, on sera peut-être du côté de Dortmund pour aller voir Dortmund-Paris Saint-Germain. Il y a de grandes chances, car c'est pas très loin. On va maintenant refermer cette page Ligue des Champions et on va s'intéresser à la Coupe Europa, à l'Europa League, pour justement vous donner... la Ligue Europa, pour vous donner le tirage au sort des 16e de finale. Alors, on a Wolverhampton, Espanyol, Barcelone, Sporting, Istanbul, Başakşehir, Retafe face à l'Ajax, Bayer Leverkusen, FC Porto, Copenhague, Celtic, Cluj, Séville FC. Oui, je sais ce que tu fais. Tu es en train de regarder les dates pour la Ligue des Champions, parce que moi, je suis pas sûr non plus. Je pense que ça, c'est les matchs allés. Allez, vas-y. Alors, concernant le PSG, ils arriveront dans un premier temps à Dortmund. Ce sera le 18 février à 21h. D'accord. Lyon fera son match aller. Attention, match aller contre la Juve le 26 février à 21h. Et match retour, le PSG recevra Dortmund le 11 mars. Et Lyon ira à Turin le 17 mars. C'était ça, donc c'est bien ça. Donc les matchs retour étaient un peu plus tard parce que je trouvais bizarre qu'ils soient... 3 semaines d'écart entre les deux. Oui, je trouvais bizarre qu'ils soient rapprochés, donc il y avait une erreur dans les dates. Et vous avez tout noté. Ensuite, j'étais en Bayer Leverkusen, FC Porto pour le 16e de finale de l'Europa League.
Copenhague Celtic, on aura les Roumains de Cluj face au FC Séville, l'Apoel Nicosie FC Bâle, Olympiakos Arsenal, Club Bruges Manchester United. D'ailleurs, c'est les dates pour l'Europa League, je suis preneur. Club Bruges Manchester United, on aura Ludogorets Inter, l'AZ Alkmaar Lask, ce sont les Autrichiens, l'Eintracht Francfort, lui, sera opposé à Salzbourg. On aura le Shakhtar Donetsk qui recevra Benfica, Wolfsburg qui recevra la Gantoise et les Glasgow Rangers qui recevront les Portugais de Braga. Alors, est-ce que tu as pu nous trouver justement les dates des matchs? Je suis en train de regarder, je te tiens au courant. Eh bien, c'est pas grave, on regardera ça plus tard. Et puis, ceux qui veulent aller voir les matchs regarderont sur Internet, bien évidemment, les matchs aller et les matchs retour de cette Ligue Europa qui, quand même, sera assez sympa et assez relevé car il y a des beaux chocs. Donc, vous pourrez aller voir ça et puis on pourra... Ah, je les ai. Ah, ben c'est parti, allez Fred, vas-y. Alors, le match aller le 20 février, match retour le 27 février. Et huitième de finale 12 et 19 mars. Donc, Oui, c'est un peu plus rapproché parce qu'il y a beaucoup plus d'équipes. Finale le 27 mai, au passage. Eh bien, on regardera ça. Et la finale, elle aura lieu où? À Gdansk, en Pologne. C'est ça. Puis pour la Ligue des Champions, c'est à Istanbul. À Istanbul, en Turquie. C'est ça. Bon, on va clore cette page Coupe d'Europe. Et puis, on va ouvrir la Ligue 1. On va pas au championnat étranger? Si, championnat étranger, bien. Ben, je vois que ça suit, c'est bien, bravo. Alors, non, c'est vrai. Alors, on commence par... Allez, on commence par nos amis anglais. La première ligue, maintenant. C'est ça, direction l'Angleterre avec tous les résultats de cette 17e journée. Avec Liverpool qui a battu Watford 2-0. Chelsea s'est incliné chez lui face à Bournemouth 1-0. Sheffield United a battu Aston Villa 2-0. Burnley a battu Newcastle 1-0. Leicester City et Norwich City, un but partout. West Ham est allé s'imposer du côté de Southampton 1-0. Un but du Français Sébastien Haller. Tottenham est allé s'imposer du côté de Wolverhampton 2-1. Manchester United et Everton, un but partout. Et Man City est allé s'imposer du côté d'Arsenal 3-0. Bon, finalement, même avec le limogeage d'Unai Emery, ça ne change pas. Pour les Gunners, ça va mal. Hein. Ça va pas terrible pour le moment. En tête, Liverpool 49 points, 10 points d'avance sur Leicester City, deuxième 39 points. Manchester City est troisième avec 35 points et Chelsea est quatrième avec 29 points. Cinquième, Tottenham 26 points et sixième, Man United 25 points. En bas de classement, on retrouve 18e Southampton, 19e Norwich City et 20e Watford. Leicester, ça nous rappelle un peu en 2017 quand ils ont été champions d'Angleterre avec Claudio Ranieri. Exactement, exactement. On va à la Bundesliga ou à la Liga? Non, il y a du Liga dedans, mais c'est pas la Bundesliga, c'est donc la Liga, c'est ça. En Espagne. Et direction Espagne, avec tout ce qui s'est passé pour cette 17e journée avec Alaves qui a fait match nul contre Leganés, un but partout. Levante est allé battre Grenade 2-1. Real Sociedad et FC Barcelone 2 buts partout avec un but d'Antoine Griezmann, 38e minute de jeu. Athletic Bilbao, Eibar 0 partout. L'Atlético Madrid a battu Osasuna 2-0. Retafe a battu Real Valladolid 2-0. Celta Vigo et Real Mallorca 2 buts partout. L'Espagnol Barcelone et le Betis Séville, même score, 2 buts partout. Villarreal est allé s'imposer du côté du FC Séville 2-1. Et le FC Valence face au Real Madrid, 1 but partout alors que Valence menait 1-0 et qui a marqué pour le Real Madrid l'inévitable Karim Benzema. Le français. Et c'est ça, exactement. On va regarder ce qui est en tête. Toujours le FC Barcelone à égalité de points avec le Real Madrid, mais une meilleure différence de but pour les Barcelonais. Troisième, le FC Séville, 31 points. Quatrième, Retafe, 30 points. Cinquième, l'Atlético Madrid, 29 points. En bas de classement, on retrouve 18e, 19e et 20e. Celta Vigo, Leganés. Et en dernière position, le Espagnol Barcelone. Ah, l'Espagnol est dernier. C'est ça, l'Espagnol Barcelone est dernier. C'est une surprise quand même. Et oui. Habituellement, il joue dans les premiers rôles, mais là... Oui, mais ça, c'était avant. Cette année, c'est un petit peu plus compliqué. Direction l'Italie. Avec la Serie A. Exactement, la Serie A, avec tous les résultats de cette 16e journée avec... Sampdoria de Gênes qui est allé battre le Genoa 1-0. Parme est allé battre Naples 2-1. Brescia a battu Lecce 3-0. On a également la Fiorentina qui a fait match nul face à l'Inter Milan, 1 but partout. L'AS Rome qui a battu Spal Ferrara 3-1. Le Milan AC Sassuolo 0 partout. Bologne a battu l'Atalanta Bergame 2-1. Au classement, la Juve est toujours en tête avec 39 points. Et l'Inter de Milan également 39 points, meilleure différence de but.
La Lazio de Rome, 33 points et 3e. 4e, l'AS Rome avec 32 points. En bas de classement, on retrouve 18e, 19e et 20e. Brescia, Genoa et Spal Ferrara. On monte les Alpes, on va en Allemagne maintenant, je pense. C'est ça. Maintenant, on termine par l'Allemagne et la Bundesliga avec tous les résultats de cette 15e journée. Avec Augsbourg qui est allé battre Hoffenheim 4-2, Paderborn et l'Union Berlin 1 but partout. Le Bayern Munich a explosé le Werder de Brême, on peut dire ça comme ça, vu le score 6-1. Le Borussia Dortmund, prochain adversaire des Parisiens en Ligue des Champions, est allé battre Mayence 4-0. Le Hertha Berlin a battu Fribourg 1-0. Le FC Cologne a battu le Bayer Leverkusen 2-0. Le RB Leipzig est allé battre Fortuna Düsseldorf 3-0. Wolfsburg a battu le Borussia Mönchengladbach. Bon, je ne sais pas si je le prononce encore bien. Hein. J'oublie à force. On demandera à Arthur. Oui, Arthur qui n'est pas là ce soir. 2-1. Schalke 04 a battu l'Eintracht Francfort 1-0. Au classement, Leipzig est en tête avec 33 points, suivi de Mönchengladbach. 31 points. 3e, le Borussia Dortmund, 29 points. 4e, Schalke 04, 28 points. Et en bas de classement, on retrouve 16e, 17e et 18e. Düsseldorf. Bon, c'est un peu compliqué les noms allemands. Le FC Cologne et Paderborn qui ferment la marche dans ce championnat. Eh bien, on traverse le Rhin maintenant et vous retournez en France. Exactement, on traverse le Rhin et on revient par ici pour déjà vous parler des 8e de finale de la Coupe de la Ligue qui auront lieu les 17 et 18 décembre. Demain et mercredi, donc. C'est ça, cette semaine. Donc à 18h45, on retrouvera le Stade de Reims face à Montpellier. À 21h05, l'AS Monaco recevra Lille. Et ce mercredi à 18h45, l'Olympique Lyonnais recevra Toulouse. Tandis que les autres rencontres auront lieu à 21h05. On retrouvera Amiens-Rennes, Nîmes-Saint-Étienne, Le Mans-PSG, Brest-Bordeaux et Nantes-Strasbourg. Eh bien, on referme cette page Coupe de la Ligue. Et puis, on va ouvrir la page Ligue 1. C'est parti avec le jingle. C'est parti pour la page Ligue 1 et pour revenir sur ce qui s'est passé sur la 18e journée. On commence par le match qui avait lieu ce vendredi 13 décembre avec Lille qui recevait Montpellier. Et victoire des hommes de Christophe Galtier, des buts signés Iconé, 40e minute de jeu sur penalty. C'est Andy Delors qui va égaliser à la 74e minute. Et finalement, c'est Renato Sanchez, 84e, qui va donner la victoire aux joueurs de Christophe Galtier et à cette équipe de Lille. Eh bien, je vous propose de l'écouter, Christophe Galtier qui parle d'une victoire très importante. Et Michel Derzakarian, vous allez l'entendre, il fustige la VAR et il est très très en colère, Michel. Notre victoire est méritée, même si on doit améliorer nos transitions, nos relations entre les lignes. On est allé un peu trop vite, ou du moins beaucoup trop dans le jeu direct, même si c'est ce que j'avais demandé, c'est ce que nous avions travaillé. Ils l'ont appliqué un peu trop à la carte, trop de manière systématique. Mais voilà, c'est une victoire quand même importante, face à un adversaire toujours difficile à jouer. Peut-être que cette année, on a aussi ces résultats-là, parce que l'an dernier, on était très dangereux, très efficace à domicile, et que les adversaires s'ouvrent moins, donc ils paraissent entre guillemets moins dangereux. Mais voilà, la comparaison, évidemment il y a les chiffres, mais après il y a la réalité de ce qui a été notre deuxième partie de saison à domicile l'année dernière, et ce qui est notre première partie de saison à domicile. On n'a pas concédé de défaite cette année, mais on doit faire mieux dans le jeu, on doit faire beaucoup mieux. Alors évidemment qu'il y avait la Champions League là sur ces 5 premiers mois, mais on doit améliorer notre jeu pour être plus juste et surtout plus efficace. Après, il y a évidemment la confiance par rapport de jouer à domicile. L'an dernier, on était sur une bonne dynamique. Cette année, ça se confirme. C'est aussi la confiance. Les joueurs, quand les joueurs sont en confiance, ils font évidemment plus de choses.
Parce que le premier penalty, il faut le siffler, hein, celui-là. Parce que les mecs qui sont dans le camion là, ou à Paris, je sais pas, à la VAR, là, il faut qu'ils enlèvent la buée qu'il y a sur leur verre, hein, parce qu'il prend le ballon et il dégage le ballon, et c'est lui qui vient s'empaler dedans. Hein. Il s'est trompé ce soir, c'est tout. Et les gars qui sont là-bas, ou à Paris, ou dans le camion là, je sais pas où ils sont. Et il faut qu'ils le signalent aussi. Quand ils valident un truc que l'arbitre s'est trompé, il faut le signaler, qu'il aille voir à la VAR, hein, qu'il aille voir les images. Moi, quand je vois le ralenti, Rolly, il dégage le ballon d'abord. Hein. Après, lui, il vient s'empaler dedans. Hein. Mais bon, penalty, il a sifflé. Hein. Après, il y a des stades où ça siffle, il y a des stades où ça siffle pas. C'est le football. Hein. On l'a vu à Paris, à Madrid. Hein. Il y a des stades ça siffle, il y a des stades ça siffle pas. Il y a des stades ça siffle, des stades où ça ne siffle pas. Oui, on l'a vu du côté de Madrid et en plus, j'étais dans le stade, donc j'ai pu le voir en direct. C'est vrai, là-dessus, je rejoins Michel Derzakarian. On va regarder ce qui s'est passé avec le match avancé du samedi à 17h30. C'était le FC Metz qui recevait l'Olympique de Marseille. Finalement, pas de vainqueur dans cette partie. Match nul, 1 but partout. Ouverture du score pour Opa Nget, le Messin, 40e minute de jeu. Et c'est finalement Radonjic, 70e, qui va donner le point du nul pour cette équipe de Marseille qui s'en sort pas trop mal. On va écouter la réaction de Vincent Ognon. Pour lui, c'est un point encourageant. Et André Villas-Boas, il parle surtout de l'arrêt de Yohan Pelé sur le penalty qui, pour lui, a été décisif. C'est un match nul, ça reste un point. Voilà, c'est un point, tous les points comptent. On ne va pas cracher dessus, mais c'est évident qu'avec la balle du 2-0 sur le penalty, on aurait pu espérer la victoire, mais Marseille est revenu au score. Sur l'ensemble du match, c'est pas illogique, hein, faut le reconnaître, mais on a fait des bonnes choses, on a montré des valeurs aussi. C'est encourageant, mais il faut confirmer, mais surtout il faut passer le dernier cap qui nous manque trop souvent, c'est celui d'aller au bout des matchs. Oui, vous parliez de ce tournant du match, ce pénalty raté à la 54e minute, et derrière on a senti que c'était plus compliqué de créer du jeu. Est-ce qu'il y a eu une cassure mentale d'après vous dans votre équipe? Bon, en tout cas, c'est sûr que ça nous aurait fait du bien de le marquer surtout. Ensuite, je pense qu'on a commencé à être un peu fatigué aussi, à reculer. Et Marseille aussi a des joueurs de grande qualité et est arrivé à nous poser des problèmes. Ils sont revenus au score. Mais on a tenu, on a su faire front quand même. Mais globalement, je suis satisfait de la prestation des joueurs. Mais il faudra qu'on fasse mieux la semaine prochaine à Dijon parce qu'on aura un match extrêmement important. Oui, c'est le premier mi-temps et un match pour finir 0-0. Pas trop de création, pas par les deux équipes, mais on a subi un but avec la chance de Metz et ça a été difficile. Après, avec l'arrêt de Pelé, c'est vrai qu'il était décisif. Parce que ce match comme ça arrive à 2-0, ça peut affecter un peu la confiance. Au contraire, avec l'arrêt, il a donné un peu plus de confiance et on a fait un deuxième mi-temps très très bonne. Pour revenir sur le match, on a l'occasion aussi de gagner le match, c'est vrai, avec Dario et le défenseur qui a quitté le ballon dans la ligne. Mais je pense que le point est bien attribué à toutes les deux équipes. On a raté le premier mi-temps parce qu'on n'a pas joué très bien aujourd'hui, première mi-temps. Mais deuxième mi-temps, c'était un peu plus bon. C'était un peu meilleur pour la deuxième mi-temps, c'est ce que dit André Villas-Boas. Direction Angers cette fois-ci, où il est très compliqué de s'imposer cette saison. L'AS Monaco a tenté de le faire, mais l'AS Monaco n'y est pas parvenu. 0 partout dans cette rencontre. Vous allez voir que pour cette 18e journée, il y a eu 15 buts d'inscrits. C'est un des totals les plus faibles depuis très longtemps. Donc 0 partout. On va écouter la réaction de Stéphane Moulin, qui lui revient sur le fait que son équipe a manqué ce petit brin de réussite en ce moment. Et Leonardo Jardim lui parle de son équipe qui commence à se connaître de mieux en mieux et commence à avoir des automatismes entre les joueurs. Je vais être, comme d'habitude, positif à moitié plein. On a joué une équipe qui a mis 9 jours à la Coupe du Monde sur le terrain. Et je ne sais pas combien de matchs ils les ont fait en marquant des buts. Parfois, ils les marquaient par 3, par 4. Et donc, pour nous, c'était très difficile
de les contrarier, mais je pense qu'on a réussi à le faire ce soir. Et dans la lignée des matchs qu'on a fait jusqu'ici, le match est bon. On est payé d'1 point, c'est déjà pas mal, parce que ces derniers temps, on était payé de rien. Donc je suis très content de la prestation de l'équipe. Et après, il y a le petit regret, parce qu'on a eu les balles pour gagner le match. Mais voilà, ça c'est la petite réussite qu'on n'a pas en ce moment. Mais il faut insister, il faut continuer. J'ai dit qu'on était sur la bonne voie, je le pense sincèrement. Et ce soir, on a bien embêté les Monégasques. Bien sûr que on a toujours l'ambition de gagner, moitié vide pour Monaco. Je pense que nous contrôlons les matchs pour la position de ballon, première mi-temps et deuxième mi-temps. Mais dans les derniers 30 mètres, on a raté beaucoup de jeux individuels, principalement des passes, que n'est pas fait que l'équipe arrive à plus de situations de but. Bien sûr, je pense que tout le monde comprend un peu de foot, ça bien que les premiers 5 matchs, c'est un peu la pré-saison, on n'est pas là les joueurs. Après, petit à petit, l'équipe monte, l'équipe travaille ensemble, l'équipe connaît mieux les copains et joue un jeu collectif de meilleure qualité. Aujourd'hui, nous arrivons à contrôler les ballons, à contrôler les positions de ballon, mais je manquais l'objectivité, il manquait cette dernière passe, les derniers contrôles, les chiens techniques. Je pense que nous avons besoin de progresser pour aller à notre objectif, que c'est le haut de tableau. C'est le haut de tableau, hein, c'est ce qu'il annonce, Leonardo Jardim. L'objectif, c'est de remonter au classement. Monaco qui est 9e actuellement. On va s'intéresser à une équipe qui est mal en point, c'est Nîmes, le Nîmes Olympique qui recevait le FC Nantes. Finalement, défaite des Nîmois 1-0. Un but signé Imran Louza, 28e minute de jeu. Et cette équipe de Nîmes s'enfonce petit à petit. Nîmes qui est 19e avec 12 points. On va écouter la réaction de Bernard Blacard. Le point noir, l'attaque, oui, on l'avait identifié en début de saison. Et le joueur du FC Nantes, Abdoulaye Touré. On s'attendait à une rencontre compliquée, finalement, ça a bien tourné pour cette équipe de Nantes. C'est d'abord une grosse déception. Voilà, c'est une grosse déception parce que oui, sans faire un grand match, on fait à peu près jeu égal en termes d'occasion de but. On a les 2 premières occasions de but sur les 2 premières minutes. Voilà, si on marque, peut-être que le cours du match change. Donc c'est une déception d'abord pour les joueurs, pour le club bien évidemment, mais pour les joueurs parce que ils se sont battus, ils ont eu du mal à se libérer, mais voilà, ça veut pas. Vous parliez de ces occasions au début de match, ça fait 3 matchs que votre équipe ne marque pas un but. Vous étiez, je pense, avant la rencontre, la 19e attaque du championnat. Ça s'est pas arrangé ce soir, c'est vraiment ça le point noir du côté de Nîmes cette année? Oui, c'est sûrement le premier point noir. Après derrière, ça enchaîne d'autres choses parce qu'il y a une perte de confiance, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'enchaîner, mais c'est le problème qu'on a identifié rapidement en début de saison. On savait que ça allait être un match compliqué. C'est une équipe qui est dans le dur. On savait que ça allait être un match basé sur les duels avec beaucoup d'intensité. C'est ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à marquer pour nous libérer. On savait qu'ils allaient pousser en deuxième. C'était le cas. On va dire qu'on a été là chercher cette victoire. Il y a eu une petite passe compliquée pour le FC Nantes il y a 3-4 journées. Là, ça va beaucoup mieux. Ce soir, vous êtes 4e à 2 points du podium, il me semble. C'est un super bon début de saison. On fait une première même partie de saison pour Nantes. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne première partie de saison. Mais on sait que le championnat n'est pas encore joué. Ça va être encore compliqué jusqu'à la trêve au moins. Donc il va pas falloir se relâcher. Il reste encore un match important à la maison. Il reste encore un match important à la maison pour Nantes. Oui, il y aura encore une journée de Ligue 1 la semaine prochaine et une journée de Ligue 2 pour clore cette année 2019. Et on va s'intéresser cette fois-ci à une autre équipe qui est mal en point. C'est Toulouse, dernier avant cette 18e journée. Et Toulouse qui restera en dernière position après sa défaite face au Stade de Reims. Un but de Rémi Houdin dès la 9e minute de jeu. Il fallait être présent dès les premiers instants du côté du stadium de Toulouse. Et cette équipe, l'équipe d'Antoine Comboiré, va s'incliner dans cette rencontre.
On va l'écouter, Antoine Comboiré qui parle d'une soirée cauchemardesque. Et du côté de Reims, David Guillon, il dit simplement, cela confirme notre dernière victoire, si je ne me trompe pas, c'était contre l'AS Saint-Étienne. On va les écouter tous les deux. Un sentiment donc de déception d'abord, de tristesse aussi par rapport à ce que j'ai vu là. D'abord de mon équipe parce que c'est une soirée cauchemardesque à tous les niveaux. Donc on fait un cadeau. Après, on n'a pas les ressources mentales pour revenir. Donc forcément, mental, c'est compliqué. Donc techniquement, ça se ressent. Beaucoup de déchets. Après, on a fait franc. J'ai aimé le visage de mes joueurs quand même en deuxième mi-temps. Dans un contexte très compliqué, très difficile. On a fait ce qu'on avait à faire. Et puis, bien sûr, ce qui s'est passé après, donc, avec l'envahissement, donc la tribune présidentielle, voilà, c'est des choses qu'on n'aime pas voir. Mais maintenant, on comprend la déception, on comprend la colère des supporters. Mais il faut rester soudé parce qu'on n'est qu'à la 17e journée, oui, c'est ça, ou 18e, oui, 18e journée. Donc, il faut continuer donc, à travailler, continuer à y croire parce que donc il y a beaucoup de matchs, beaucoup de points. Mais on sait qu'on a aujourd'hui beaucoup de difficultés. À nous de rester calme et puis surtout de travailler, trouver les solutions à travers le travail. C'est important de confirmer notre victoire à domicile. En effet, dans un match pas d'un grand niveau technique, mais c'est vrai que le contexte était pas facile à appréhender et je trouve qu'on a fait un match d'homme. Autant en première mi-temps on avait fait quelques erreurs qui ont permis peut-être aux Toulousains de croire que c'était possible de marquer. Autant en deuxième mi-temps on n'a rien lâché, on n'a rien donné. Donc voilà, c'est 3 points qui sont bien sûr le bienvenu après cette victoire contre Saint-Étienne. 3 points bienvenus pour l'équipe de David Guillon. Reims qui est 6e pour le moment avec 27 points. Direction cette fois-ci Brest. On remonte tout en haut de la carte pour justement suivre cette rencontre entre Brest et Nice qui s'est soldée par un match nul, 0 partout. Pas de but dans cette rencontre. On va écouter Mathias Autrey qui parle justement de l'Arseneur qui a été énorme dans cette rencontre. Et on lui demande s'il est surpris. Il dit simplement non, c'est lui qui bosse le plus aux entraînements. Et ensuite, on va écouter Patrick Vieira, Ignatius Ganogo et Alexis Claude Maurice qui reviennent sur le fait, Patrick Vieira revient lui sur le fait que son équipe n'a pas pris de but et c'est toujours positif. Alors non, juste avant, je voulais qu'on revienne, oui, je suis allé un petit peu trop vite, je voulais qu'on revienne quand même parce qu'il y a eu des incidents du côté de Toulouse. Juste écouter un peu ce qui s'est passé du côté de Toulouse car il y a eu des incidents après cette rencontre et après on passera à Brest-Nice. D'impuissance terrible et puis là il y a des choses qui se passent qui sont condamnables. Il y a les ultras qui ont pensé qu'ils quittaient le stade, finalement ils ont longé le terrain, ils ont voulu rentrer dans la tribune présidentielle, la tribune d'honneur. Ils sont en train d'être accompagnés petit à petit, vous voyez sur le bord du terrain en bas à gauche, et c'est en train de partir un petit peu dans tous les sens au niveau des supporters toulousains, du service de sécurité aussi. C'est une triste image malheureusement qui est en train de donner le TFC et ses supporters dans cette soirée. On a un œil évidemment sur ce qui se passe au stadium. On va tourner là où il y a du foot, du jeu surtout. C'est le cas à Angers. On va tourner là où il y a du jeu et du foot. Et oui, il y a eu des incidents après cette rencontre. Des supporters ont essayé de monter dans la tribune présidentielle. Et puis, ils ont été évidemment repoussés. C'était juste ce que je voulais préciser. Oui, on va revenir sur cette rencontre entre Brest et Nice qui s'est soldée, comme je vous le disais, par un match nul 0 partout avec Mathias Autrey qui parlait justement de son gardien l'Arseneur. Et puis, on va écouter également les réactions du côté de Nice. Il est très convaincant. On a réussi à se créer quelques occasions. On a aussi eu besoin de Gauthier. Comme souvent, il répond présent. Il fait un gros match et il nous permet de rester dans le match. Donc, je pense qu'on mérite la victoire parce qu'on tape 2 fois la barre quand même et on s'est créé énormément de situations. Mais c'est un nul encourageant. C'est une équipe de Nice qui va prendre des points ailleurs et on est content de prendre un point contre eux quand même. Non, je suis pas surpris. Vous savez, dans ce groupe, c'est le plus bosseur, c'est le plus travailleur. Il lâche rien. Il est sans arrêt en salle ou sur le terrain. Donc
moi ça me surprend pas, il a ce qu'il mérite. Ouais, c'est dommage parce que c'est un joueur important, c'est un joueur qui pèse dans le jeu et qui nous fait du bien. Après, nous on aimerait qu'il marque surtout pour lui, pour qu'il soit récompensé de tous ses efforts, mais c'est qu'un détail, on ne doute pas de lui, moi je ne doute pas de lui, je sais très bien qu'il va nous mettre des buts, qu'il va continuer à être important dans le jeu, à nous faire du bien, et il n'y a pas de souci de ce côté-là. On ne prend pas de but, c'est ce qui a été positif ce soir. Malgré le pénalty loupé, malgré la transversale à la fin du match, on aurait quand même pu le perdre, mais on aurait pu le gagner aussi. Je pense qu'on a été dangereux, et malgré nos déchets sur les 30 derniers mètres, malheureusement au niveau de la prise de décision, au niveau de la dernière passe, au niveau des choix, on n'a pas été très bon ce soir. C'est un peu frustrant pour nous parce qu'on n'a pas su montrer nos qualités aujourd'hui. On pourrait faire beaucoup mieux. Un peu déçu parce que certes on aurait pu prendre des buts mais on aurait pu en marquer. J'aurais pu en marquer aussi, j'ai raté 3 fois. Donc c'est sûr que je suis un peu déçu. C'était un match un peu particulier, il y avait beaucoup de vent. Donc sur les ballons aériens c'était un peu difficile. Mais après c'est pas une excuse. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Donc voilà, on va travailler plus pour avoir les 3 points contre Toulouse à domicile. Oui, ils vont faire plus les Niçois qui sont à une 14e place avec 24 points et Brest est juste derrière 15e avec 22 points. Direction Amiens cette fois-ci et le stade de la Licorne avec Amiens qui recevait l'équipe de Dijon et pas de vainqueur non plus dans cette partie, un but partout et c'est pourtant Dijon qui va ouvrir le score grâce au Vénézuélien Cadiz, 19e minute de jeu. Et finalement, c'est Moussa Konaté, 28e minute, qui va égaliser pour cette équipe d'Amiens. Et on en restera là. Pas de vainqueur, donc pas de 3 points. Seulement 1 point pour justement les deux équipes. Et on va revenir sur Lucas Elsner, qui lui est partagé entre déception et la satisfaction d'avoir arrêté une série négative. Et du côté de Dijon, Christophe Joba revient aussi sur le face-à-face raté de son équipe qui aurait pu permettre à Dijon de l'emporter. Oui, on est partagé entre de la déception de ne pas avoir gagné ce match et puis une satisfaction d'avoir arrêté une série négative pour nous, d'avoir su revenir au score, de ne pas avoir plongé. Et je pense qu'on a démontré de la personnalité, du caractère ce soir, même si c'est loin d'avoir été parfait. Mais au moins, on a retrouvé une équipe, un petit peu d'âme. Si on n'a pas encore retrouvé le football que l'on a pu connaître, mais au moins voilà, on prend un point ce soir après une série de 4 défaites et on essaie de regarder ce qu'il y a de positif. Ouais, il fallait stopper cette série, puis il y a un déplacement important du côté du Parc des Princes qui va être compliqué également. Il fallait retrouver le moral, entre guillemets. Oui, il fallait faire des choses simples, retrouver une stabilité, ne pas se précipiter et puis surtout rester connecté au match pendant 95 minutes. On a sur les récentes sorties été à la dérive une fois qu'un événement négatif se produisait. Aujourd'hui, on encaisse un but sur une touche longue et puis derrière, on arrive à mettre 10-15 minutes la bonne intensité pour revenir au score. Et je pense que c'est la voie qu'on doit suivre et on va retrouver par ce schéma-là de la confiance. On en a manqué ce soir. On a des situations intéressantes à jouer. On sent qu'il y a un petit manque de confiance qui nous pèse, mais on va l'enlever, on va le détruire par cette abnégation et ce sacrifice. Oui, je pense qu'une équipe comme l'autre a manqué un peu de justesse dans les 30 derniers mètres. Nous, il y a des situations de contre-attaque qu'on aurait pu mieux gérer en deuxième mi-temps. Et on a un gros regret parce qu'on a quand même un 1 contre le gardien qu'on négocie pas très bien. Et malgré tout, j'ai aimé la maîtrise qu'on a affichée à l'extérieur. Pour une fois, on a réussi à trouver des temps faibles qu'on ne trouvait pas ces derniers temps. Et on revient avec un bon nul chez un concurrent direct pour le maintien. Ouais, tout à fait. Alors, on a un peu souffert sur les côtés. Et sur un temps fort amiénois, effectivement, on a craqué. Je pensais que l'ouverture du score aurait pu être prédominante aujourd'hui, enfin primordiale, pardon. Mais bon, voilà, on vient avec le nul. Moi, je suis content de ce qu'on affiche aujourd'hui. La deuxième mi-temps me laisse un peu de regret parce que je pense qu'il y a des situations de compte qu'on aurait un peu mieux négocier. Oui, puis c'est surtout empêcher notre adversaire direct du soir de prendre des points sur nous. Aujourd'hui, voilà, on se concentre sur notre championnat, nous, puis sur notre relevé de points. On voulait atteindre les 20 points à la trêve, on en a 17, ça peut être le bon calcul, il ne nous reste plus qu'à battre Metz la semaine prochaine. Voilà, il y a un bon match à jouer aussi au Parc des Sports. Il faut que mes joueurs restent concentrés encore une semaine avant de mettre la tête dans la dinde. De mettre la tête dans la dinde. Alors ça, j'avais pas encore vu cette expression, mais moi je mets pas la tête dedans, hein. Je la mange la dinde, hein. C'est bien meilleur.
Mais c'était l'expression de Christophe Jobard. Donc c'est une expression qui m'a fait sourire également quand je l'ai entendue. Deux rencontres ce dimanche avec Strasbourg qui est allé s'imposer du côté de Bordeaux 1-0 grâce à un but de Ludovic Ajorc à la 11e minute de jeu. Et Rennes en a fait de même du côté de Lyon, du côté du Parc OL, 1-0 à un but de Kamavinga à la 89e minute de jeu. Un superbe but pour le jeune joueur de Rennes finalement. Les ennuis ne sont pas terminés du côté de Lyon. Et il restera une rencontre, c'est le Paris Saint-Germain qui se rendait du côté de l'AS Saint-Etienne pour clôturer cette 18e journée. C'était le grand format de ce dimanche à partir de 21h. Victoire des Parisiens avec des Stéphanois qui se sont retrouvés rapidement à 10. Et c'est pourtant Paredes qui a fait un super match. Il faut le souligner. C'est vrai qu'il a beaucoup été critiqué, le joueur parisien. Et puis finalement, il a fait un bon match avec un but à la 9e minute de jeu. Ensuite, un but signé Kylian Mbappé, 43e, tout en vitesse et en puissance. Ensuite, Mauro Icardi, le renard des surfaces, 72e minute de jeu. Et finalement, de nouveau, Kylian Mbappé, 89e minute de jeu, avec qui va clore le succès large des Parisiens, 4-0. On va écouter la réaction de Claude Puel, qui dit simplement « Je n'ai pas les joueurs offensifs pour faire la différence », même s'il a loué l'abnégation de Denis Bouanga, qui aurait sans doute dû être récompensé. Et Thomas Tourel, lui, il parle du système de jeu 4-3-3. C'est vrai que Paris a joué comme ça depuis un petit moment. Et justement, on lui a posé la question de mettre les 4 offensifs et quel est le système qui pourrait aller le mieux. On lui a reproché un peu de ne pas tenter ce système. Vous allez l'écouter. On est moins bien. Et je ne dis pas que je m'y attendais. Mais je savais que ça allait être difficile, cette succession de 9 matchs. Tous les 3 jours, alors que j'ai mon effectif qui était décimé. Donc on tire beaucoup sur des mêmes joueurs. Et à un moment donné, c'est pas suffisant. Et donc on a perdu des matchs, notamment à Rennes, notamment à Reims, à Rennes au dernier moment, dans les arrêts de jeu, et ça fait mal. Mais c'est un manque de fraîcheur évident. Et par exemple aujourd'hui, je trouve que Denis Bouanga a fait beaucoup, a été intéressant, a été au-dessus du lot. J'aurais aimé qu'il soit récompensé. Mais on a très peu de joueurs en capacité de faire des différences en ce moment sur le plan offensif. Donc je veux bien aligner tous les 10, tous les attaquants que vous voulez, jouer à un milieu défensif, c'est suffisant, et mettre que des offensifs autour. Mais je les ai pas. Oui, c'était mon avis. Parce qu'on doit toujours réfléchir aussi à l'état physiquement. C'était le moment, on a joué dans la Ligue des Champions, on a joué 5 matchs avec un 4-3-3, on a gagné 12 points avec un 4-3-3. On a joué de bons matchs avec Maki, Mako et Idrissa Gana Gueye au milieu. C'était pas le moment pour changer. Parce que si on veut jouer avec les 4 joueurs ensemble, offensifs, comme les derniers 3 matchs, c'est un système très physiquement. Tout le monde doit être prêt physiquement aussi pour défendre, pour garder des distances. C'est un système, on doit vraiment donner intensité si on veut jouer avec beaucoup de possession de ballon. Et voilà, on doit être préparé, des choses comme ça. C'était mon avis il y a quelques semaines. Et maintenant, nous ne sommes pas ici pour montrer tout le monde que nous avons raison. Toujours, nous sommes ici pour trouver des solutions, toujours à chaque phase, et d'ajuster à une situation. Et c'était le moment maintenant pour essayer, pour donner la responsabilité et la confiance aux joueurs. Et ils ont fait, comme j'ai dit, 3 fois, extraordinaire. Ce sont 3 matchs avec un bon effort de l'équipe. Et c'est super bien et je suis très content et heureux. Il est très content, Thomas Tourel, de ses joueurs, forcément, hein, quand on s'impose 4-0 et vu justement le parcours qu'ils font pour le moment.
En tête de cette Ligue 1, le Paris Saint-Germain avec 42 points, deuxième Marseille avec 35 points, troisième Lille 31 points, quatrième Rennes 30 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e Metz, barragiste avec 16 points, 19e Nîmes qui a 12 points, attention. Et 20e Toulouse qui a 12 points également au classement des buteurs. Rien n'a changé. Wissam Ben Yedder est toujours en tête avec 11 buts. Moussa Dembélé deuxième avec 10 buts. Et Osimhen troisième avec 9 buts. Prochaine journée, samedi prochain, samedi 21 décembre. La 19e journée pour clore cette année 2019 avec toutes les rencontres à 20h45. Monaco-Lille, Strasbourg-Saint-Etienne, Marseille-Nîmes, Rennes-Bordeaux, Reims-Lyon, Nice-Toulouse, Nantes-Angers, Paris-Saint-Germain-Amiens, Montpellier-Brest et Dijon-Metz. On en a terminé avec la Ligue 1. On va maintenant ouvrir la page Ligue 2 et on va parler bien évidemment de tout ce qui s'est passé en Ligue 2, mais aussi bien sûr au club qu'on suit, c'est le Football Club Sochaux-Montbéliard. Mais avant tout, on envoie le jingle direction la Ligue 2. Alors, si le jingle ne veut pas partir... Je ne sais pas ce qui s'est passé, le jingle ne voulait pas se lancer. On ne veut pas qu'on parle de la Ligue 2, mais si, bien sûr qu'on va en parler de la Ligue 2 avec la 18e journée. Je vous donne tous les résultats. La 18e journée qui a commencé ce vendredi 13 décembre avec Chambly qui a battu Niort 3-2, Clermont Foot qui a battu Le Havre 2-1, Rodez en a fait de même 2-1 face à Caen, Nancy a battu Châteauroux 2-1, Lorient a battu Auxerre 1-0, Valenciennes a battu le Paris FC 1-0. Le Mans a battu Orléans 3-2. Justement, on va en parler bientôt d'Orléans. L'AC Ajaccio s'est incliné ce samedi face au Racing Club de Lens 2-1. Un doublé signé Florian Sotoka. Et ce lundi, à partir de 20h45, et ce lundi 16 décembre, fin de la 18e journée, avec Guingamp qui recevra l'Estac de Troyes à partir de 20h45. Mais avant ça, on va s'intéresser bien évidemment à la rencontre entre Sochaux et le Grenoble qui s'est soldé par un match nul, un but partout. Et c'est Grenoble qui ouvre le score sur corner, 72e minute de jeu par Van Danabel, avant que Brian Lam, 88e, n'égalise pour cette équipe de Sochaux in extremis. Je vous propose d'écouter le résumé de cette rencontre. Après avoir fréquenté le podium plusieurs semaines et les places pour les playoffs, Sochaux a légèrement perdu du terrain au sortir d'une série de 2 défaites et un match nul, au cours de laquelle les joueurs d'Omar Daf n'ont marqué qu'un petit but. Les Lyonceaux sont 6e et reçoivent une formation de Grenoble qui est en milieu de tableau et qui ne peut pas pour l'instant viser plus haut du fait de son nombre de matchs nuls trop important, 10 au total. Les hommes de Philippe Insberger mettent un petit peu de pression en ce début de rencontre, mais de part et d'autre, sur cette pelouse difficile de Bonal, on n'arrive pas à faire des différences et à construire du jeu au sol. 0-0, c'est donc le score à la mi-temps. À noter la présence encore dans les buts sochaliens du Ghanéen Lawrence Atizigi à la place du capitaine Maxence Prévost, blessé, qui s'est fait opérer à la suite d'une triple fracture de la pommette, contractée face à 3 il y a quelques journées de cela. Sochaux un peu plus entreprenant en début de deuxième période, mais c'est encore insuffisant pour tromper la vigilance de Brice Maubleu. La réaction des Grenoblois avec cette frappe sur la barre. Il semblait battu à Tizigui. Philippe Insberger qui grimace parce qu'il verrait d'un bon oeil 3 points à quelques encablures de la trêve hivernale pour s'approcher des places des playoffs. Et à la 72e minute, Eric Van Den Abel qui vient claquer cette tête hors de portée d'Atizigi. Ça fait 1-0 pour le GF38 à la 72e minute. C'est le premier but inscrit de la tête par les Grenoblois. Il reste encore un peu du temps
et le public sochalien espère une égalisation qui va arriver à la 88e. Brian Lasme marque son deuxième but de la saison. Il avait fait son entrée en jeu 5 minutes plus tôt. Et comme souvent, le GF 38 a du mal à garder un score. Et ça se vérifie encore ce soir avec cette frappe au premier poteau sèche, tendue de Brian Lasme qui bat Brismo Bleu. On va rester là, un partout au terme d'une partie qui n'a pas atteint les sommets du fait d'une pelouse difficile. Sochaux est sans victoire depuis 4 rencontres, mais évite de peu de se faire surprendre à domicile. Le GF 38 rate le coche et concède un 11e match nul. Un 11e match nul pour cette équipe justement de Grenoble, qui bien évidemment ne cherche pas les matchs nuls. Hein. Quand on rentre sur un terrain, c'est forcément pour gagner. Au niveau des stats, la possession de balle a été en faveur de Grenoble, hein, 53% contre 47% à Sochaux. Du côté des tirs cadrés, Sochaux a eu 2 tirs cadrés, dont le but, alors que Grenoble en a eu 4, hein, car Grenoble a touché la barre transversale, il ne faut pas l'oublier. Du côté des tirs non cadrés, 2 pour Sochaux, 5 pour cette équipe de Grenoble. Au niveau des corners, 2 pour Sochaux, 6 pour Grenoble. Et au niveau des hors-jeux, égalité, 2 hors-jeux partout. Au niveau des cartons, Grenoble a eu 3 cartons jaunes et Sochaux n'a eu qu'un seul carton jaune. On va écouter la réaction de Philippe Inchberger, qui était en conférence de presse juste après cette rencontre. Oui, c'est bien résumé. Je pense que ce soir, on perd 2 points, clairement. Bon, on a fait une première mi-temps... je ne vais pas dire à sens unique, mais la première occasion de Sochaux à la 25e minute. Donc plutôt la première mi-temps conséquente pour nous, même si nos actions n'ont pas abouti. Je trouve que sur l'ensemble de ce qu'on a fait ce soir, mener au score à un moment donné du match, ça m'a semblé logique. Après, on n'a pas de réussite. On a une frappe sur la barre aussi qui peut très bien rentrer. Bon, voilà, tout ça, ça joue toujours à quelques centimètres. Mais après, se faire reprendre... L'adversaire fait des changements, il pousse, il envoie des ballons dans la surface. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Simplement, je pense qu'on avait la possibilité quand même de creuser l'écart ou d'avoir un but d'avance. Mais bon, ça s'est pas fait comme ça. Il faut aussi reconnaître à Sochaux le mérite d'avoir fait pour moi une meilleure deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps, ils étaient plus entreprenants. Mais globalement, on n'a pas tremblé tant que ça. Enfin, sur le champ, vous voulez dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Par contre, ça, c'est compliqué. Après, on peut bien faire du spectacle, tout ce qu'on veut, le niveau de la Ligue 2, mais je dirais à un moment donné, c'est pas possible quand on est simplement. Vous avez déjà, quand vous recevez le ballon, la première volonté que vous avez, c'est déjà de bien le maîtriser. Donc, on parle même pas de jouer en 1 ou 2 touches de balle. Donc, c'est forcément compliqué. Je pense que les 2 équipes se sont attachées à toujours jouer au football, mais parfois c'est des ballons simples qui sautent, qui vont en touche. Voilà, c'est frustrant, c'est énervant, ça énerve un petit peu tout le monde, ça cause des maladresses, des fautes, c'est vraiment dommage. Oui, mais bon, attendez, nous, on veut gagner. Hein. On s'est fait prendre dans les arrêts de jeu contre Lens, on s'est fait prendre dans les arrêts de jeu contre Nancy, on se fait prendre à la 90e minute contre Sochaux. Vous enlevez, ça fait 3 nuls, c'est 2 points qu'on perd à chaque fois, c'est 6 points. Donc ce soir, il n'y a personne qui peut dire qu'on ne fait pas le match pour gagner. On n'a jamais cherché à fermer le jeu, à défendre, à toujours jouer vers l'avant. On a bousculé cette équipe de Sochaux en première mi-temps, donc il ne faut pas me la raconter. Je veux bien qu'on fasse des nuls, c'est parce que simplement, on a du mal aussi, nous, à se mettre à l'abri. Et puis que en fin de match, c'est des choses qui peuvent arriver, que sur un coup, un centre, un coup de tête, une frappe, on peut se faire égaliser, c'est normal. Quand on n'arrive pas à clôturer le score, la marque, bon, ce soir, c'était moins criant quand même qu'il y a 15 jours, 3 semaines contre Nancy, où là, quand on a pris le but, on aurait dû avoir 2 ou 3 buts d'avance. Malheureusement, c'est comme ça, à 1-0, vous restez là, merci. Et on va écouter l'entraîneur Omar Daf qui revenait justement sur cette rencontre et comment lui, il avait trouvé les Sochaliens. Ouais, s'il y a une chose positive que je peux retenir sur ce match, c'est ça, c'est le mental et la force de caractère que les joueurs ont eu jusqu'à la fin du match pour aller chercher l'égalisation dans des conditions très 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 compliquées. Donc voilà, c'était pas évident ce soir, c'était pas notre meilleur match, loin de là, mais les joueurs ont eu le mérite de se battre jusqu'au bout dans des conditions très très compliquées pour aller chercher cette égalisation. Truc dessus, non, je pense qu'au niveau de la possession, c'était équilibré. Après, au niveau de la puissance, c'était une équipe qui était bien en place, on le savait. Nous, on a eu du mal à enchaîner nos circuits de passe, à poser notre jeu. Donc à ce niveau-là, ça a été très très compliqué.
Après, les joueurs sont restés mobilisés, on est resté organisés, ce qui nous a permis de repartir à la mi-temps avec ce 0-0. En deuxième mi-temps, on a eu un temps fort. On a démarré le match très fort. On aurait pu les mettre en difficulté un peu plus. Voilà, malheureusement, ce soir, c'était vraiment poussif. Oui, ça c'est regrettable, mais je fais pas une fixette là-dessus. On sait pourquoi. On travaille là-dessus. Après, comme je disais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a continué à jouer, on a continué à essayer de produire du jeu. Et c'est logiquement, je trouve, qu'on revient au score dans cette partie. Oui, après, c'est des duels. Voilà, je pense qu'il est au marquage, il perd son duel. Donc voilà, il y a des équipes qui sont plus fortes dans ce domaine-là, avec des joueurs très athlétiques. Nous, on a d'autres profils. Voilà, à nous de travailler là-dessus pour trouver des solutions. Mais en tout cas, très très déçu ce soir par rapport à ce qu'on a proposé. Et puis la satisfaction, comme je disais tout à l'heure, c'est le mental et le caractère qu'on a affiché jusqu'au bout. C'était Omar Daf, l'entraîneur sochalien. Et vous savez que Sochaux va se rendre ce vendredi pour clore cette année 2019 du côté du Stade de la Source et pour affronter l'US Orléans. Et justement, on a Christophe qui est supporter de cette équipe de l'US Orléans. Bonsoir Christophe. Bonsoir Frédéric. Comment ça va? Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va parfaitement bien. Bon, nickel. Alors, Sochaux va se rendre ce vendredi du côté du Stade de la Source pour justement affronter l'US Orléans qui est actuellement en dernière position. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Orléans? Pourquoi le club est dernier? C'est très compliqué, on est passé d'une saison à l'autre, en fait, d'une extrême à l'autre. En fait, le recrutement qui a été effectué cette année, on a pas mal de joueurs qui sont partis, des joueurs cadres, et puis des joueurs qui ont arrêté, qui se sont mis à la retraite, comme Boubi ou comme Karim Ziani, par exemple, qui étaient des joueurs de métier. Et à l'inverse, on a effectué un recrutement qui a été basé uniquement sur des joueurs qui évoluaient en National, en National 2, en National 3. Et puis on se retrouve aujourd'hui à avoir joué le pari de la jeunesse et de l'inexpérience quelque part. Alors on a un petit peu notre idée là-dessus nous à Orléans parce que on sait les difficultés qu'il y a eu très récemment avec Antar Yaya, le directeur sportif. Oui. Mais c'est vrai que ça reste très compliqué parce qu'aujourd'hui c'est des jeunes qui n'ont pas l'expérience de la Ligue 2 et on a une équipe qui est très inexpérimentée et qui a beaucoup de difficultés. On l'a vu notamment sur les dernières rencontres, on prend un but au Mans à la 85e minute, on perd le match à la 85e, Auxerre qui égalise à la 88e, on prend un penalty contre Rouen en Coupe de France à la 85e. On a tendance un petit peu à baisser les bras et ce manque d'expérience, je pense, nous dessert énormément cette année. Oui, c'est ce que tu dis, oui, si c'est des jeunes joueurs de National 2, National 3, c'est forcément l'inexpérience. Mais pourquoi le club n'a pas recruté? C'est un problème financier? Non, absolument pas, puisqu'on était passé devant la DNCG et que tout s'était bien passé. Donc après, on ne va pas dire qu'on avait non plus les moyens du PSG, ça c'est clair. Oui, il y a peu de monde qui les a. On avait moyens certainement de faire beaucoup mieux, un bien meilleur recrutement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Antar Yaya n'est plus au club, donc je suis pas là non plus pour le descendre. Oui, d'ailleurs, Antar Yaya, le directeur sportif. Alors, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties dans la presse, effectivement, chez nous, à Orléans, où on expliquait qu'Antar Yaya touchait 8% de commission sur les transferts des joueurs qui partaient d'Orléans. Donc beaucoup ont fait le parcours très court d'imaginer que quand Yaya en fait recrutait, faisait des paris sur des jeunes comme ça, en espérant justement faire un bonus à la revente et pouvoir les revendre dans 2, dans 3 saisons, et puis faire une grosse bascule et prendre 8% de la somme qu'il allait faire. Donc c'est vrai que c'est un peu ce qui est revenu très très souvent avec ces transferts. On s'étonne tous parce qu'on attendait un petit peu de recrutement un peu mieux que ça. En tout cas, on attendait autre chose de notre recrutement cette année. Et puis finalement, voilà. Donc là, j'étais en train d'écouter juste avant de t'écouter un peu là sur Internet. J'étais en train d'écouter nos confrères de France Bleu Orléans. Justement, l'invité était Didier Olé-Nicole, le coach orléanais, et qui expliquait qu'il comptait faire au moins 5 recrues à l'intersaison à la trêve. Il a forcément besoin de remettre un petit peu d'expérience dans cette équipe parce que là on évolue avec des joueurs comme Marchalier qui arrive de National 2 de Moulin-Isère, comme Aliounba qui était en National à Laval, comme Tidiane Keita qui était à Colomiers en National 2.
Et puis on a aussi ce manque de chance aussi d'avoir recruté quelqu'un que vous connaissez bien chez Bois Sochaux, qui est Édouard Butin et qui s'est blessé malheureusement et qui est blessé au moins pour 2 mois. Donc on n'a pas le coup de main d'ores et déjà qu'on attendait déjà. Donc ce qui fait que on a beaucoup de difficultés ici à Orléans avec les résultats. Alors quel était justement le rôle d'Antar Yaya? Il était quoi, directeur sportif, mais il est en plus agent de joueur, c'est ça? Ouais, enfin il a pas mal de petites casquettes. Le souci c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont un peu cachées dans tout ça. Alors évidemment le président d'Orléans a un peu haussé le ton quand c'est sorti dans la presse. Il y a eu pas mal de problèmes justement parce que le club, en fait ce qu'il faut savoir c'est que le club a viré quelqu'un du club en interne, a viré quelqu'un qui était bien installé et bien au courant de toutes les petites choses qu'il pouvait y avoir dans le club. Qui ne devait pas justement sortir de ce cercle-là. Et puis, quand ils l'ont viré, forcément, le gars, il était parlé à la presse. Et forcément, ça n'a pas fait du bien non plus au club. Et derrière, est sortie cette histoire avec Antar Yaya et ses fameux 8%. Et puis derrière, forcément, vu les résultats qu'on avait, les supporters ont très vite réagi, et forcément pas dans le bon sens, en tout cas pas pour lui. Et ça a fait, excuse-moi le mot, ça a fait un sacré bordel, quoi. Bon, je pense que dans les 5 recrues qui vont arriver, ils vont prendre des joueurs avec de l'expérience et justement aussi beaucoup de qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le recrutement à l'intersaison, c'était donc Antar Yaya qui l'avait fait, alors qu'il avait quand même des directives de Didier Olé-Nicole pour aller chercher des postes bien précis. Et comme Didier Olé-Nicole n'était pas certain de rester à Orléans, qu'il était en contact avec Toulouse et qu'il n'était pas trop présent au club à ce moment-là, c'est vrai que lui a recruté sans demander l'aval du coach. Et qu'en fait le coach a reçu des recrues en fait qu'il n'avait pas demandé, qu'il n'avait pas souhaité, en tout cas qu'il n'avait pas validé. Donc là c'est vrai que le président, avec le départ d'Antar Yaya, le président a redonné un petit peu les rênes à Didier Olé-Nicole, qui là apparemment va faire son choix et est en train de choisir lui-même des joueurs. Donc je pense qu'il va... Alors on n'a pas trop d'argent non plus, donc je pense qu'il va aussi, c'est ce qu'il disait tout à l'heure là, je pense qu'il va pas mal agir un petit peu comme on avait fait depuis quelques années sur des prêts. On va se faire prêter des joueurs. Maintenant des joueurs aujourd'hui qui vont être prêtés, c'est certainement déjà des joueurs en échec. Il va falloir que la mayonnaise elle prenne très vite. Oui, c'est ça, il faudra prendre des joueurs revanchards et puis qui soient en tous les cas prêts tout de suite. C'est ça aussi. Physiquement, il va falloir qu'il soit prêt tout de suite. Tu vois, on l'a vu par exemple pour Édouard Butin qui s'est blessé rapidement à l'entraînement. C'est dommage. Bon, apparemment il était toujours entretenu, il s'entretenait toujours, mais quand tu es au chômage, c'est pas comme quand tu es à l'entraînement tous les jours, c'est pas la même chose. Donc effectivement, je pense qu'il y a une différence et il va falloir effectivement que les joueurs soient prêts d'entrée, prêts d'attaque tout de suite parce que on a besoin d'eux dès maintenant. C'est un nouveau championnat qui va recommencer et le match là contre Sochaux, le dernier, j'ai entendu tout à l'heure, je peux vous l'annoncer, ils attendent Sochaux de pied ferme parce que effectivement ils veulent terminer l'année sur une bonne note. Il faut savoir qu'Orléans pour l'instant c'est 0 victoire à domicile et c'est une seule victoire à l'Estac cette année à 3, c'est tout. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est vrai que s'il y a une victoire, oui, en Coupe de la Ligue, quoi, c'est pas vraiment, voilà, il n'y a pas eu de victoire en championnat à domicile, c'est vrai. Et en championnat, non, il n'y a pas de victoire à domicile, c'est vrai, c'est ça. Non, il y a une victoire extérieure seulement en championnat cette année à 3, c'est tout. Alors justement, comme tu disais, les joueurs d'Orléans attendent Sochaux de pied ferme. Quel regard justement tu portes sur cette équipe de Sochaux? Moi, Sochaux, c'est une équipe que, de par mon âge, j'ai presque 55 ans, donc c'est une équipe que je connais depuis des années. Sochaux, pour moi, ça reste l'équipe des Stopira, des Gengini, des joueurs comme ça, des gars qui étaient... Il y avait vraiment cette équipe à cette époque-là, cette belle équipe de Sochaux qui jouait la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, c'est une équipe de Ligue 2. Pour moi, c'est une belle équipe de Ligue 2. Qui joue le haut de tableau. Bon, vous êtes peut-être pas en position pour l'instant de monter à 6-7 points, je crois, du 3e. Ça va être compliqué. Mais je pense que Sochaux a des armes. L'année dernière, ça s'est mal passé. Apparemment, vous avez des problèmes aussi avec le président. Oui. Tu vois, on a chacun notre tour, on a nos petits soucis comme ça. C'est ça, on a des mais je pense que Sochaux, c'est un club suffisamment sérieux, suffisamment bien costaud, il a la tête sur les épaules, et qui continuera au moins à œuvrer en Ligue 2 au minimum, et puis peut-être, pourquoi pas, une montée en Ligue 1 dans les années futures. Oui, c'est ça, comme tu le rappelais. Oui, on a eu des gros problèmes avec l'ancien actionnaire. Des nouveaux actionnaires sont arrivés cette saison. Ça se passe déjà beaucoup mieux, ne serait-ce que pour le passage devant la DNCG qui s'est mieux passé. Et c'est vrai qu'on n'a pas un banc. Voilà, on a un banc très réduit, donc forcément, c'est toujours un peu les mêmes joueurs qui sont alignés, donc ça tire un peu sur les organismes. Mais de temps en temps, forcément, il arrive ce qui arrive, ça casse. C'est souvent comme ça. Orléans, c'est un peu pareil. On joue presque avec le même effectif depuis le départ.
On a 2-3 joueurs qui étaient là pour être là en renfort, le cas échéant s'il y en avait besoin, comme Nicolas Saint-Ruf qui a été réacheté à Nancy, il était déjà passé par Orléans et qui s'est blessé au bout de 20 minutes de jeu sur le premier match qu'il a joué. Donc c'est pas on n'a vraiment pas eu de bol cette année non plus, faut aussi voir ça aussi. Hein. Oui. On n'a vraiment pas eu de bol parce qu'on a eu des blessés, même si moi Nicolas Saint-Ruf forcément je le connais un petit peu quand il est passé à Orléans et j'appréciais pas trop le joueur, je le trouvais pas top derrière. Maintenant, c'est vrai que je pense que cette année, vu la défense que l'on a et vu les difficultés qu'on a, je pense qu'il aurait pu être, avec son expérience, il aurait pu nous filer un petit coup de main quand même. Un petit mot sur un ou des joueurs que tu apprécies du côté d'Orléans à surveiller. Alors, notamment, la marmite sur le feu, celle qu'il faut surveiller, c'est Aurélien Chedler, l'attaquant. Oui. Mais Aurélien Chedler, en fait, il a fait un début de saison Tony Truant, il a très bien commencé. Il a inscrit 4 buts Alors là, à l'heure actuelle, il a 4 buts en 16 matchs, mais le problème qu'il a, c'est qu'il est tout seul devant. Et il manque d'appui, il a aucun appui. Il doit se débrouiller vraiment tout seul. Et au jour d'aujourd'hui, le pauvre Aurélien Chedler, ça fait 2 mois qu'il a plus marqué un but, quoi. Donc c'est compliqué. Mais c'est quand même un gros danger devant le but. C'est quand même un gros danger devant le but. Et puis après, il faut surveiller un petit peu le milieu de terrain qui a tendance un petit peu, justement, du fait que l'attaque soit un peu légère, à beaucoup s'engouffrer et à aller chercher justement les espaces. Donc après, je pense que ce sera ça qu'il faudra surveiller devant votre but. Pour votre attaque, je pense qu'il n'y a pas trop à s'en faire parce que, après, évidemment, il faut quand même marquer, hein, oui. C'est pas simple non plus. C'est ça. Mais je pense que la plus grosse difficulté pour vous, c'est plus l'attaque orléanaise que la défense. C'est plus là qu'il faut se méfier, je pense. Un petit mot sur, tu parlais justement du milieu de terrain avec un joueur forcément qu'on connaît très bien ici, c'est Joseph Lopi et qu'on apprécie. Un petit mot sur ses prestations, tu les trouves comment? Il en est à 17 matchs, 3 buts et 4 cartons jaunes. Ouais, Joseph, c'est quelqu'un qui est... c'est un professionnel, c'est un vrai professionnel. Oui. C'est quelqu'un qui est là, qui marque, qui aide, qui fait quelques passes. C'est quelqu'un qui est proche des supporters aussi, qui va souvent saluer les supporters, qui vient souvent discuter avec eux. Ça, c'est très important parce que Orléans, malheureusement, dans l'ambiance, tu l'imagines bien, dans l'ambiance celle qui se passe actuellement, les joueurs ont tendance un petit peu à fuir et à fuir leurs responsabilités. Et ça, c'est pas bon du tout parce que, je vais pas parler de moi, mon problème que j'ai eu. J'ai eu un petit problème avec Cédric Cambon qui m'a menacé, qui m'a insulté derrière le grillage. J'ai pas trouvé ça cool. Donc tu vois, c'est pour te montrer la fébrilité un petit peu des joueurs quand même et des défenseurs. C'est quand même grave qu'un joueur arrive à péter un plomb avec un supporter, alors que j'avais rien dit de bien méchant, simplement un ballon qui était passé 10 mètres au-dessus de la barre, et j'ai dit il serait peut-être temps de cadrer. Et ça lui a pas plu et c'est parti comme ça en live de derrière. Bon voilà, et je pense qu'aujourd'hui on sent que l'équipe et les joueurs ne sont pas sereins du tout et effectivement ils vont avoir besoin de se remettre un petit peu la tête à l'endroit et sans une bonne série de 3-4 victoires, l'équipe elle est très mal engagée. Là au jour d'aujourd'hui, on n'est pas nombreux à penser sur Orléans que l'USO va s'en sortir. Hein. Oui, c'est sûr que ça paraît compliqué au niveau comptable en tout cas avec seulement 10 points pour le moment. Bon, on va vite se rendre compte, en fait, après la trêve, après les fêtes de fin d'année, on verra, vu le recrutement, on verra ce qui va être recruté, et puis c'est là qu'on va voir si effectivement l'état d'esprit change au niveau des joueurs. Est-ce que les gars vont avoir envie un petit peu de se sortir les doigts, parce que là, à l'heure actuelle, on a vraiment pas ce qu'il faudrait sur le terrain. On n'a pas des battants, on n'a pas des joueurs qui se battent pour le club, on n'a pas des joueurs qui se battent pour gagner. On va dire on l'a vu d'ailleurs, on prend un but le dernier match au Mans au bout de 20 secondes de jeu. Les gars ils jouent pas forcément pour quand ils sont dos au mur et qu'ils sont vraiment dans la mouise, ils vont commencer à bouger un petit peu. Mais tant qu'on est à 0-0, ils jouent normalement quoi. Tranquille, les mains dans les poches presque. Donc c'est pas l'esprit que nous on attend à Orléans. J'imagine bien que vous êtes pareil à Sochaux. Vous attendez des gars qui vont se battre et nous on est pareil. Oui, c'est ça. Nous, par contre, on a retrouvé ça. Enfin, moi j'ai retrouvé ça sur le terrain, une équipe qui a envie, qui se bat, qui s'arrache. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Donc je peux comprendre tout à fait ton désarroi. On est un petit peu frustré quand même cette année parce qu'on attend quelques victoires et les victoires à domicile elles sont très longues à venir. Oui. Pour l'instant c'est 0. Oui, pour le moment c'est 0. C'est vrai que c'est toujours compliqué, mais après c'est vrai qu'il faut espérer que le recrutement sera bon, parce que là il faut vraiment pas se tromper quand on joue la vie d'un club aussi. Pas se tromper. Si jamais il se trompe, là c'est clair que cette année tu peux dire au revoir à la Ligue 2, retour en National, et là pour remonter c'est déjà beaucoup plus compliqué. Hein. Oui, c'est vrai que pour que ça soit National, Ligue 2, déjà c'est hyper compliqué pour remonter à l'étage supérieur.
d'ailleurs, car il y a de plus en plus de clubs justement de Ligue 1 qui retombent en Ligue 2 et ça fait carrément une Ligue 1 bis, si on peut dire, parce que c'est tous des anciens clubs qui ont connu des heures de gloire aussi en Ligue 1. Tout à fait. Eh bien, on te remercie beaucoup, Christophe, d'être intervenu et voilà, nous avoir parlé de ton point de vue sur l'USO que Sochaux va rencontrer ce vendredi à 20h45, si je ne me trompe pas. Écoute, c'était avec 20h, plaisir. pardon. Et puis, bienvenue à tous les supporters de Sochaux qui viendront faire un tour à Orléans, s'il y en a quelques-uns qui viennent. Bienvenue à eux. Et puis, j'espère que nous, on sortira de là avec la victoire. Oui, bon, après, que le meilleur gagne, hein, bien évidemment. Bien entendu. Ça fait une saison, c'est long. Hein. Que le meilleur gagne et on espère bien évidemment qu'à la fin de la saison, l'USO sera encore bien évidemment en Ligue 2, car c'est un club très sympa et il y a des supporters très sympas, donc on espère vraiment que ce club s'en sortira. Écoute, c'est très gentil à toi et puis bonne fin de saison également à vous les Sochaliens. Merci beaucoup et puis on se retrouvera sûrement au match retour. Ouais, sans problème, il n'y a pas de problème. En espérant qu'Orléans sera un peu plus haut au classement et elle sera sauvée. Et j'espère qu'on aura mis quelques points de plus. Oui, j'espère aussi pour vous. Merci beaucoup Christophe d'être intervenu et puis à très bientôt, bonne soirée, bonne semaine. À bientôt, bonne semaine à vous également, salut. Merci beaucoup. C'était Christophe qui était supporter de l'US Orléans et qui nous donnait son point de vue sur son club. Il n'y a rien de mieux qu'un supporter ou un supportrice ou une supporter pour justement donner l'avis sur son club, car ils le connaissent par cœur. Et puis Christophe est un grand connaisseur de football et c'était en tout cas très sympa qu'il intervienne dans cette émission. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Brian Lam et Christopher Rocchia. C'était sur le site www.fcsochaux.fr, donc le buteur Brian Lam. C'est normal, ça nous tenait à cœur de prendre les 3 points sur ce dernier match à domicile de l'année. Après, quand on n'arrive pas à gagner un match, savoir ne pas le perdre. Donc on prend ce point, et on va dire que ça nous réconforte un peu. Si on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Donc ce soir, c'est un point pris. Et on a de la chance, malheureusement, on aurait voulu les 3 points pour cette dernière à Bonal, mais on va se contenter de ce point-là. Dans le jeu, on n'a pas été bon. Il faut pas se cacher, on n'a pas fait le match qu'on voulait faire. Après, il faut aussi retenir l'état d'esprit. On a essayé de rester unis malgré les difficultés, parce qu'on a joué contre une très bonne équipe de Grenoble. Donc, on va dire qu'on se réconforte avec ce point et on continue d'avancer. C'est sur une passe d'Adolphe qui récupère le deuxième ballon et il me la met en profondeur. Je contrôle bien et je frappe premier poteau et il y a but. On travaille dur, on a un bon groupe, je me sens bien, donc on va essayer d'aller chercher les 3 points en espérant à Orléans et de pouvoir continuer sur cette lancée-là, de marquer, pourquoi pas. Si on arrive à prendre les 3 points, ça nous ferait un compte de 30 points, donc ce serait intéressant, ce serait très intéressant. Après, on va y aller pour gagner, comme chaque match. Et je pense que si on met l'état d'esprit et les ingrédients pour, ça va pas se poser de problème. J'espère qu'on va y aller pour gagner, Christopher Rocchia. Mais là, on est avec Lionel. Bonsoir Lionel. Bonsoir Fred et bonsoir à toute ton équipe. Comment ça va ? Ça va. Bon, c'est le principal. Bon, alors, ce match nul des Sochaliens, qu'est-ce qu'on en pense ? En perte de vitesse, quoi. On a un peu, les joueurs, il y a un peu de fatigue, je pense. Oui. Ça commence à faire dans les jambes. Je pense qu'il est temps que les vacances de Noël arrivent. Ouais, je pense qu'il faut recharger les batteries. Exactement. Et puis les blessés, et puis les suspendus, ils manquent, quoi. Voilà. Oui, non, il faut dire. Il manque à peu près 5 joueurs majeurs, donc ça fait beaucoup. On n'a pas un banc extensible, on a un banc très réduit. Oui, c'est ce qui fait qu'on a perdu beaucoup de points, les derniers matchs. Oui, c'est ça. On aligne souvent les mêmes et puis bien sûr ça tire sur les organismes. C'est ce qu'on disait justement avec Christophe. Ça commence à tirer. C'est ce qu'on disait avec Christophe qui nous appelait de l'US Orléans et puis qui nous parlait justement de son équipe. Bon, qu'est-ce qu'on fait à Orléans ? On finit quand même on essaie de finir quand même en beauté. C'est le dernier match. Il faut gagner. Je pense qu'on peut gagner à Orléans. Attention, Christophe nous a dit que c'est nos confrères de France Bleu Orléans, les joueurs attendent Sochaux de pied ferme. Donc ça va être un combat. Ça va être un combat car eux ils sont mal en point, ils sont en dernière position et ils veulent. Si on peut pas gagner, il faut au moins ramener un point. Faut pas perdre.
Oui, c'est ça. Faut rester sur une note un peu près positive. Bon, on a déjà cassé un peu la spirale contre Grenoble, c'était bien. Ouais. Décasser cette spirale, c'est sûr que ça Il serait fallait bien. revenir, il fallait, surtout à 2 minutes de la fin, qu'on égalise. C'est ça, ça serait bien de revenir Il fallait avec à tout une prix, victoire. prendre un point. Quand on ne peut pas gagner, il faut prendre au minimum le point. C'est ce qu'a dit Brian Lam à la fin du match. Quand on peut pas gagner, il Ouais. faut prendre au moins un point, mais bon, c'était in extremis. Hein. Ouais, c'était juste. Ouais. C'était in extremis. Eh ben, merci beaucoup Lionel d'être intervenu ce Puis soir. apparemment, ils vont refaire la pelouse. Hein. Ah bah la pelouse, oui, elle était, comme l'a dit Philippe Inchberger, elle est cata quoi. Ben, elle va être replaquée au mois de janvier. Hein. Mais on fait que ça la replaquer là, parce que c'est tous Après les le 10 ans. janvier, ouais, mais cet été, elle sera refaite complètement. Bah, Cet été, apparemment, ils vont vers une pelouse hybride. Bah, comme à c'est- Châteauroux. Bah, ça serait peut-être bien. Après, il faut voir si dans le temps ça tient bien aussi. Après, je suis pas un spécialiste des pelouses, mais je, Ouais, bah, faut je voir, pense qu'à un faut moment donné, voir. en leur faisant tous les ans, je pense qu'il faut trouver une solution Ben, pour qu'elle ça- soit pérenne. C'est un projet qui C'est une bonne chose en tout cas. sera peut-être réalisable. Eh On verra bien. Eh bien, on l'espère. On verra ça. Chez Blanchard, il y avait Degnaud et puis Samuel Laurent. Ouais. Ils ont discuté. Donc, Eh ben, on verra. On verra si la Ouais. pelouse. On essaiera d'avoir Thomas et Degnaud la semaine le prochaine. rachat du club, c'est pour bientôt, de toute façon. Bah oui, parce que ça devait se faire depuis le 15 août déjà. Non, mais c'est pour bientôt. Là, Ben, on l'espère. On espère. là c'est en très, très, très bonne voie. Il a dit, il n'y a pas d'inquiétude. Et les comptes sont vraiment remis d'équerre. Ils ont vraiment bien redressé la barre. Tout. On est bien maintenant. Bah, on espère. Après, c'est eux qui le disent. Après, nous, on n'est pas. Moi, je pense. On Je peut que pense leur qu'ils faire disent confiance. vrai, quand même. On peut que leur faire confiance au vu de tout ce qui s'est Ouais, passé je pense jusqu'à qu'ils disent maintenant. vrai, quand même. Ouais. Ben, Ils vont pas oui. nous dire des conneries, quand même. Oui, il n'y a pas de raison de douter de leur, Non. de leur bon droit. On essaiera d'avoir Non, justement. qu'ils dévoilent et puis au moins on sait tout avec eux. C'est clair, c'est clarifié. On Voilà. essaiera justement d'avoir Thomas Degnaud pour la dernière de l'année 2019, la semaine, Moi, je la pense que semaine prochaine. toutes les choses sont claires avec eux. Oui, elles ont été non, c'est claires. clair. Depuis le début, elles ont été claires. Donc, Parce y que a pas de raison. quand on entend les ultras, ils sont toujours inquiets. Il n'y a pas à être inquiet. Parce que Bah, moi, après, ce que j'ai entendu souvent, après, on de peut la part de Degnaud et de Samuel Laurent, il n'y a pas à être inquiet. Franchement, Après, on peut comprendre l'inquiétude d'un côté. On a tellement Ouais, mais c'est sûr, souffert ouais, mais là, pendant 4 je ans. pense Enfin, que c'est souffert. bon, maintenant. On a tellement souffert Maintenant, pendant 4 ans. ça veut le faire. Ça veut le faire. Eh ben, on verra en tout cas. On Ils se espère. donnent 3 ans et demi pour remonter le club en Ligue 1. de toute façon. Ben, on espère. On espère. Voilà, on verra. Et on verra. Comme tu l'as dit, Lionel. Et recruter, une fois que la masse salariale sera levée, recruter dans le top player. Hein. Ben, Bon, on verra. On verra. Ils veulent On quand même l'espère. recruter dans le top player, donc ça veut dire que Qu'ils ont quand des la masse ambitions. salariale sera levée, on peut avoir on peut faire venir des bons Après, joueurs. j'espère qu'ils annonceront aussi leur projet, que ça sera voilà. Ah que ça bah oui, sera- je pense que tout sera annoncé. en ça même sera temps. annoncé. Ça sera. Ben, déjà, en tout cas, ouais, ça sera une bonne déjà chose. ils ont quand même annoncé la couleur déjà depuis le début. Qu'ils ont fait en 3-4 mois, ils ont quand même annoncé la Ah couleur. bah c'est sûr qu'en 3-4 mois, ils ont fait plus qu'en 3 ans Bah avec, oui, plus avec que le Monsieur Lee, Chinois, ça c'est sûr. Plus que le Lee qui est resté combien de temps? 3 ans. Oh là là, le oui, Lee. au moins 3 ans. Il n'a ouais. rien fait, lui, en 3 ans. Oui, Il a, à part bouffer des sous, c'est tout ce qu'il a fait. exactement. Et Oui, il s'est même pas occupé de l'équipe, il n'a rien fait du tout. et puis, On allait à la catastrophe et avec. puis mettre toutes les institutions en bas. Donc, voilà. moi, je pense qu'il faut leur faire confiance. Ben, pense on que c'est verra, bien on parti. verra Lionel. On C'est espère, bien oui. parti. Il n'y a Ouais, pas de raison de c'est ne pas bien leur parti. faire confiance. Donc on va suivre ça. Merci beaucoup Lionel. Ouais. Puis bonne fête à toi, hein, Fred. Oui, Aux merci. deux Bonne fêtes. fête de fin Ouais. d'année à toi et à toute ta famille. Et puis, Ouais, merci, je te remercie aussi. et puis on se retrouvera peut-être la semaine prochaine hein, parce qu'il y a encore une rencontre. Ouais, Merci beaucoup ils Lionel. vont à Orléans, ouais. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup Lionel. Bonne soirée. Merci à toi, à toute l'équipe. À bientôt. Bye bye. Bonne Et semaine. bonne fête de fin d'année. Merci. C'était Lionel, fidèle supporter également, qui nous appelait. Oui, eh bien, on va maintenant ouvrir la page National 2, National 3 avec Mister Frédéric Fitch. Allez, dis-nous tout ce qui s'est passé ce week-end. On va commencer par la National 2, avec la 14e journée, où ça s'est plutôt bien passé pour les deux clubs franc-comtois. On va commencer par l'ASM Belfort qui recevait l'équipe du nordiste de Croix, où les Belfortins se sont imposés 2-1. Au classement, l'ASM Belfort est 9e avec 17 points. Et ce samedi, pour le dernier match de l'année, ils se déplaceront du côté de la réserve du Stade de Reims. Dans le groupe D, Jura Sud recevait l'équipe de Fréjus-Saint-Raphaël, où les Jurassiens se sont imposés 2-0. Et au classement, Jura Sud est 8e avec 18 points.
Et ce samedi, ils se déplaceront du côté de Martigues. On va passer à la 12e journée de National 3 que nous avons suivie. Alors, tout d'abord, Mortemont-le-Bon qui s'était déplacé du côté de Solanger. Les Mortuaciens se sont inclinés 2-0. La réserve du FC Sochaux-Montbéliard et la réserve de Dijon fait match nul 0-0. Alors justement, oui, j'ai oublié de donner quand même les informations concernant les résultats des jeunes du FC Sochaux. Tu l'as dit, tu viens de le dire en National 3. En Gambardella, le FCSM est allé s'imposer du côté de l'US Rungis 3-1 avec la réaction de Pierre-Alain Fro. Nous avons le mérite de mener très tôt dans la rencontre grâce à un pénalty de Jessim Pélissard dès la 3e minute de jeu. Nous avons ensuite contrôlé le match sans avoir réellement été mis en danger au terme d'un match haché. On ne retiendra que la qualification aujourd'hui. Je tiens également à féliciter l'équipe de Rungis qui s'est bien battue avec beaucoup de joueurs qui ont fini avec des crampes et qui nous ont quand même donné du fil à retordre. Donc bravo aux jeunes du FCSM. Pas de match en U17 et en U15. Et comme tu parlais justement de Sochaux et de la réserve de Dijon, la réaction de Sylvain Monsoreau, on a fait un match sérieux face à une équipe qui procédait par contre. On a eu la possession du ballon sur l'ensemble du match. Nous avons néanmoins manqué de vitesse dans nos décalages pour être plus dangereux. Ça reste un résultat logique car Dijon a aussi eu ses opportunités pour marquer un résultat à confirmer la semaine prochaine à Besançon. Et là, je t'ai tendu une perche. Dans les autres résultats, Roche-Neuvillard s'est lourdement incliné du côté de Mont-Solemin 5-2. Jura de Loire a battu Guignon 2-0. Le CA Pontarlier s'est imposé hier du côté de Val-d'An-Versel 3-1. Et dans le grand format du week-end, c'est le derby byzantin entre le Racing Besançon et le Besançon Foot, où le Besançon Foot s'est imposé 2-1. Exactement, on a vu une très belle rencontre, un très beau derby qui s'est soldé. C'était un match au sommet en plus. Qui s'est soldé, comme tu le rappelles, par la victoire du Besançon Football. Et je vous propose d'écouter, honneur au Racing Besançon qui recevait Basile Loriot, le portier de cette équipe du Racing, qui lui prend tout sur ses épaules, mais quand on perd un match, c'est aussi toute une équipe qui est remise en cause. Basile, ce soir, je suppose que c'est la déception qui prime après cette défaite 2-1 face au Besançon Football. Oui, bien sûr. Une défaite, c'est jamais facile, surtout plus dans un derby. Après, il faudra analyser plus longuement ce match pour voir ce qui n'a pas été sur ce match et puis essayer de repartir de l'avant dès la semaine prochaine. Alors, si on résume ce match, 2 erreurs défensives, 2 buts, on peut le résumer un peu comme ça? Ah ouais, et comme... il faut prendre ses responsabilités. J'assume en grande partie les 2 buts de mon équipe. Clairement, pour moi, sur les 2 buts, j'ai quelque chose à faire de mieux ou du moins à pas faire que ça se passe comme ça. Donc, clairement, ouais, c'est des erreurs défensives. Après, il y a des choses à régler. Comme je vous disais, je vais regarder un peu la vidéo, ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, ils ont à peu près 3 situations, dont deux situations qu'on donne pour se... On tend le bâton pour se faire battre, comme on dit, donc voilà, c'est cruel le foot et c'est comme ça. Alors vous étiez mené 1-0, vous revenez à la 41e minute de jeu, c'est juste avant la mi-temps, c'est souvent de bonnes choses. Et après en seconde mi-temps, ça a été compliqué, il n'y a pas de frappe entre la 50e et 90e minute de jeu, c'est ça aussi qui fait la différence? On n'a pas vraiment su réussir à se créer des occasions en deuxième mi-temps, comme vous le dites, on a eu très peu de frappes, mis à part, il me semble, une belle occasion à la fin, mais sinon... On a vraiment eu du mal à approcher le but et ils étaient vraiment bas et ils ont bien défendu une fois qu'ils menaient. Donc non, c'était un match compliqué. Donc voilà. Bon, après l'élimination en Coupe de France, ce match aujourd'hui, voilà, tout le monde est un peu abattu, mais justement il faut relever la tête car il y a un prochain match aussi face à la réserve de Sochaux le 21 décembre. Ouais, c'est sûr que c'est on va dire un gros coup d'arrêt. En championnat, on n'avait pas perdu depuis août. J'espérais que cette petite désillusion en Coupe de France allait nous être une piqûre de rappel pour nous remettre dans les droits chemins. Bon, voilà, c'est pas aujourd'hui, mais il y a pas tout à jeter. Ce qu'on a fait jusque-là, c'est quand même correct, voire bien. Il y a encore un dernier match avant la trêve. Il faut vraiment aller prendre ses points justement pour rattraper ce perdu ce soir. Et puis bien rattraquer l'année 2020. Du bon pied, rien n'est joué. Maintenant, bien sûr, c'est sûr, on aurait vraiment bien voulu finir chez nous à domicile. On retrouvait Léo Lagrange dans un derby. Maintenant, il faut passer à autre chose, tout en retenir ses erreurs, vraiment analyser ce match et plus reproduire ses erreurs parce que, mine de rien, si on ne les fait pas, aujourd'hui, je pense qu'on peut gagner 1-0. Mais bon, comme je le disais, c'est le foot. Merci beaucoup, Basile. Comme le dit Basile, c'est le foot, et oui, bien évidemment. Et on va écouter tout de suite la réaction du milieu de terrain du Besançon Football, Joris Adjakli.
On est avec Joris Adjakli, le milieu de terrain du Besançon Football après la victoire ici au stade Léo Lagrange contre le Racing Besançon du Bedin. Bon, je suppose que ce soir, c'est la satisfaction qui prédomine. Oui, je pense qu'on a fait un bon match. C'était un très bon match dans l'ensemble des deux côtés. On est content de cette victoire. Je pense qu'on le mérite dans l'ensemble de la rencontre. Après, comme j'ai dit, les deux équipes ont bien joué le jeu, donc je trouve que c'était un bon match pour tout le monde. Alors c'est vrai que vous avez inscrit le premier but, après vous avez subi l'égalisation à la 41e minute de jeu. Quel a été justement le discours d'Hervé Genet à la mi-temps? C'est toujours dur de prendre un but avant la mi-temps, c'est pas bon. Après, on a su relever la tête en deuxième mi-temps. En plus, on prend un but sur coup de pied arrêté, donc c'est un manque de vigilance, c'est dommage. Et oui, le coach il a dit qu'on devait lâcher un peu plus le ballon parce qu'on le temporisait un peu trop à son goût, on ne faisait pas assez tourner le ballon. En deuxième période, je pense qu'on l'a fait un peu plus, on est allé plus vite et puis ça a donné le 2-1. Je pense que voilà. Oui, bon, on sait que Ça a donné le 2-1. Si vous voulez écouter toutes les réactions, vous allez sur la page YouTube Fred Sochaux et puis vous aurez toutes les réactions dans cette rencontre avec justement Fred qui nous donne le classement. Au classement, le Besançon Foot est 3e avec 22 points. Le CA Pontarlier est 5e avec 19 points. Le Racing Besançon est 6e avec 18 points avec un match en moins. Jura de Loire et le FC Sochaux-Montbéliard sont 7e à égalité avec 16 points, mais Sochaux a un match en moins. Morteau-Molebon est 9e avec 15 points. Valdin-Anversel est 13e et avant-dernier avec 5 points. Et Roche-Neuvillard ferme la marche avec 3 points. Et ce samedi, nous irons d'ailleurs du côté de Méziré pour voir le match entre la réserve du SC Sochaux-Montbéliard et le Racing Besançon. Ce sera ce samedi à 14h30. C'est ça. Et on va tout de suite regarder avec l'US Saint-Vite qui s'est qualifié du côté de Saint-Vite face à l'OGC Nice. C'était hier ce dimanche. C'était ce dimanche, pas hier. Oui, c'est hier. Bon, ça, on commence à tout mélanger. C'est la fin de l'émission, ça devient compliqué. La fatigue est là, nous aussi. Les organismes sont soumis à rude épreuve, mais on est encore là avec Saint-Vite qui s'est imposé hier face à l'OGC Nice 1-0. Et les filles de Saint-Vite vont continuer l'aventure en Coupe de France. C'était pour les 32e de finale. Elles sont maintenant en 16e de finale. Et on va écouter tout de suite Mélitine Bayard-Perrin qui a inscrit l'unique but dans cette rencontre. On est avec Mélitine après la victoire et la qualification de l'US Saint-Vite pour les 16e de finale de cette Coupe de France face à l'OGC Nice. Bon, je suppose que c'est une grande joie aujourd'hui. Oui, très grande. Avec toute l'équipe, on s'est donné à fond du début jusqu'à la fin et c'est une belle victoire. Alors dans cette rencontre, on a vu que Saint-Vite est rentré, vous êtes rentré très vite dans cette partie. C'était justement ce que Marinette vous avait indiqué. C'est l'état d'esprit aussi, on sait que c'est toujours important en Coupe de France. Oui, c'est ça. Marinette nous a dit les 30 premières minutes, il fallait qu'on soit à fond, qu'on montre qu'on est chez nous et qu'on se donne au maximum pour montrer qu'on est là et qu'on ne baissera jamais les bras. Alors ça a été une première mi-temps, on va dire, équilibrée, même s'il n'y a pas eu forcément beaucoup d'occasions avec des frappes cadrées. Vous êtes revenu en seconde période et là, c'est là où tu marques le but. Justement, tu vas nous raconter un peu ce but. Oui, ça partait de la défense, si je me souviens bien, de Leslie. Donc, grand ballon assez loin. Je me suis dit, tout droit, allez, hop, devant la gardienne. J'ai levé la tête. La gardienne était sortie. Je me suis dit, allez, le petit lob. Et je l'ai regardé jusqu'au bout. Je me suis dit, il rentre pas. Et la joie était là une fois que le ballon était rentré. On l'a tous regardé jusqu'au bout à voir s'il rentrait. Mais tu as senti que la gardienne était avancée. Tu l'as vu. Vraiment le petit coup d'œil avant de faire mon petit piqué et voilà. Bon, ça rentre, c'est le principal. Ensuite, vous avez souffert un peu sur la fin de match forcément car cette équipe de Nice voulait égaliser à tout prix. Oui, c'est ça, j'ai ressenti qu'elle poussait jusqu'au bout, mais on n'a rien lâché, on est resté en bloc et c'était une belle victoire grâce à ce bloc compact du début à la fin. C'est une très belle victoire et on espère que le tirage qui aura lieu ce mercredi 18 décembre verra Saint-Vite affronter une division 1 Arkema. On l'espère, Lyon, le PSG et qui sais-je. Un petit mot de handball pour terminer avec... on aura 2 vice-championnes du monde à Besançon du côté de l'ESBF, Lara Gonzalez et également Maria Nunes qui se sont inclinées contre les Pays-Bas 30
à 29. Elles ne sont pas devenues championnes du monde, mais elles sont vice-championnes du monde, donc elles seront du côté de l'ESBF. Donc rendez-vous le 29 décembre face à Fleury-les-Aubrais à 17h, il me semble, mais enfin on en reparlera d'ici là. Et du côté des garçons, c'est en Pro League. Le Grand Besançon Handball s'est incliné dans sa salle du côté du Palais des Sports Gagny-Galouse face à Ponto Combo 30-27. Les Byzantins seront en déplacement vendredi prochain du côté de Cherbourg. Cherbourg qui est deuxième en Pro League. On espère évidemment une victoire des hommes de Dragan Zovko. Un petit mot également de basket pour vous dire que le Bezac s'est incliné à Besançon face à Chartres 79-74. Prochain match pour les Byzantins, ce samedi 21 décembre, le Bezac sera en déplacement du côté de Feurs. Eh bien, je pense qu'on a été complet sur toute l'actualité. Maintenant, on va parler avec Olivier. Justement, il va nous dire qu'il va y avoir un petit événement et il va nous en parler. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir, vous allez bien? Oui, parfaitement bien, et vous-même? Oui, ça va, très bien, très bien. Alors, vous vouliez parler ce soir d'un événement qui va avoir lieu bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, suite au décès de mon papa cette année, j'ai eu le malheur de perdre mon papa d'un cancer cette année. Donc j'ai décidé, c'était un grand fan de football, donc de lui rendre hommage. Oui. Donc nous allons organiser un tournoi U11 à Luxeuil-les-Bains le 17 mai 2020. Donc, parce que c'est une catégorie qui représente l'espoir. Je m'associe pour la cause avec le FCPI de Luxeuil. Donc c'est un club qui a été créé par des amis d'enfance cette année. Donc on va unir nos forces tous ensemble pour que l'organisation soit parfaite. Et par le biais de ce tournoi, on va pouvoir aider deux causes, la lutte contre le cancer. On va reverser une partie des recettes. Et le club du FCPI de Luxeuil aussi, qui a besoin aussi d'aide pour son développement. Ils s'investissent dans la vie associative, donc il faut aussi les récompenser. Donc l'événement, il sera parrainé par Kamel Meriem. On a déjà booké pas mal d'équipes, puisqu'on est à 14 sur 16, avec le FC Sochaux, les grosses équipes de la région, Nancy. Donc là, on a laissé 2 places qui sont vacantes, et on va discuter un petit peu en début d'année, parce qu'on a pas mal de clubs qui nous ont sollicités. On a une dizaine de clubs sur la liste d'attente, donc on va voir comment pouvoir donner ces 2 places. Le but, c'était pas de faire des gens malheureux. On a envie que tout le monde participe, mais on va s'arrêter à ces équipes pour que l'organisation elle soit parfaite. On va aussi récupérer pas mal de maillots de footballeurs professionnels dédicacés pour faire une tombola, afin aussi de faire des bénéfices pour la lutte contre le cancer. Donc ça sera le 17 mai 2020 à Luxeuil-les-Bains, et on vous attend nombreux parce que en fait ça sera un hommage vraiment contre la maladie. On a lancé une opération trophée. On a des joueurs qui ont fait les beaux jours de notre football dans la région, qui ont participé, comme Cyril Letellier, qui a mis le trophée du meilleur espoir au nom de son papa, qui est aussi décédé du cancer. Johan Kossi, qui a mis le trophée du meilleur buteur au nom de sa maman. Donc voilà, on va vraiment faire un rassemblement contre la maladie, pas uniquement pour mon papa, c'est vraiment tout le monde doit se sentir concerné. C'est une cause qui concerne tout le monde. Oui, c'est vrai que c'est une cause qui concerne tout le monde, vous l'avez dit. D'ailleurs, on vous adresse toutes nos sincères condoléances pour votre papa. Et c'est vrai que c'est une belle initiative avec justement de très beaux clubs, vous l'avez dit, Sochaux, Nancy et bien d'autres, avec aussi des parrains prestigieux, comme vous l'avez rappelé. Je crois qu'il y a aussi Kamel Meriem, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, ça sera le parrain du tournoi. Et donc, si les clubs peuvent encore s'inscrire, comment ça se passe si demain un club a envie de s'inscrire? Mais en fait, on a vraiment beaucoup de demandes. On s'attendait pas non plus à ça. C'est une bonne chose. Il y a une dizaine de clubs sur la liste d'attente. Donc, on a laissé 2 places pour l'instant. On va se réunir en début d'année pour parler un peu de l'organisation et voir comment on va attribuer les deux dernières places. Sans faire de déçus, malheureusement, on n'a pas le choix. Oui. Pour que l'organisation soit parfaite. On ne peut pas prendre plus que 16 clubs. Eh ben, merci beaucoup Olivier, et puis on en reparlera parce que vous l'avez dit, c'était le 19 mai, hein, c'est ça? Le 17, dimanche 17 mai 2020. Dimanche 17 mai, d'ici là on en reparlera, vous reviendrez ici pour nous en reparler plus longuement. Avec plaisir. Pas de souci, on garde le contact et en tous les cas, on en a déjà parlé un peu ce soir et puis on en reparlera par la suite car en tout cas c'est une superbe initiative. Merci beaucoup. Ouais, je vous remercie. Merci d'être intervenu ici. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée Olivier. Au revoir.
Si je me coupe le micro, ça va pas le faire. C'était Olivier qui nous parlait justement d'une association, en tout cas plutôt d'une épreuve qui aura lieu au mois de mai, une épreuve bien sûr en faveur de la Ligue aussi contre le cancer. Et puis on en reparlera avec lui, comme on l'a indiqué, dans les prochains mois. Eh bien, je pense qu'on va terminer cette émission. Fred, tu es paré, on va quitter cette émission. On va laisser la place à Rachid qui va nous succéder pour son émission Musique d'ailleurs. Comme chaque lundi, musique d'ailleurs 100% orientale. Donc, voilà. Ce sera dans un petit quart d'heure, donc après un peu de musique. Je te laisse faire sa publicité. C'est parfait. Musique d'ailleurs, 100% orientale. Jusqu'à 21h. Et à 23h ce soir, vous pourrez retrouver la rediffusion de l'émission de Sébastien Brossard. On n'est pas bien là. Mais tu connais tout par cœur. Et puis à minuit, bien sûr, la rediffusion de l'émission de Hector Lagos, le Club des Optimistes. Et demain, ce sera la rediffusion de notre émission ce mardi à partir de 22h. Et demain, il n'y a pas de franche info, puisque demain, en raison de la grève qui... C'est vrai, il y a une grève demain. Donc il n'y aura pas de franche info demain. Donc je fais passer le mot que dit Sébastien Brossard et Marie Roland ce matin. Donc... Et ben voilà, c'est fait en tous les cas. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. On se retrouve lundi prochain avec, on l'espère, la victoire de Sochaux. La dernière de 2019 d'ailleurs. C'est ça, la dernière de 2019 du côté du Stade de la Source à Orléans. Merci beaucoup de votre attention. Et puis à une prochaine et surtout, allez Sochaux. Sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains